Le gobelet d'eau lui a tout coûté, mais il lui a offert un avenir valant 89 millions de Naira. Grace, 9 ans, avait vu le garçon agonisant au point d'eau de Transamadi. Sa famille venait y puiser de l'eau chaque matin. C'était la seule source propre qu'il pouvait se permettre d'utiliser. Mais ce matin-là, un enfant maigre était étendu près du robinet, effondré, trop faible même pour mendier. Sa grand-mère avait envoyé Grace avec leur unique bidon d'eau, leur réserve quotidienne. Manquer ne serait-ce qu'un jour signifiait que la famille resterait assoiffée jusqu'au lendemain. Grace devait laver ses 2 jeunes cousins, faire la lessive, cuisiner. Tout dépendait de cette eau. Mais le garçon était en train de mourir. Elle le voyait dans ses yeux. Elle lui donna quand même de l'eau. Et de la nourriture, chaque matin, pendant 7 mois d'affilée. Personne ne le lui avait demandé. Personne ne l'avait remercié. Elle l'avait fait parce qu'on lui avait appris que lorsqu'on voit quelqu'un mourir et qu'on possède ne serait-ce qu'une petite chose capable de le sauver, on la donne, quel qu'en soit le prix. Le garçon s'appelait Daniel Okshapor. Lorsqu'un parent finit par venir le chercher ayant appris par le réseau de l'église que sa mère était morte, Daniel fit à Grace une promesse qui semblait impossible. « Je te retrouverai quand je serai devenu quelqu'un. Je t'épouserai. Je le jure devant Dieu. » Grace pensa qu'il délirait, victime de la fièvre, un enfant de la rue malade faisant des promesses qu'il ne pourrait jamais tenir. Mais avant son départ, elle lui offrit quelque chose de précieux. Une petite croix en bois que son défunt grand-père avait sculptée. Elle la brisa nettement en 2, garda une moitié et lui donna l'autre. « Pour que tu te souviennes, dit-elle, pour que tu saches que quelqu'un t'a aimé. » 23 ans s'évanouirent comme de la fumée dans le vent sec de la saison sèche. Daniel devint ce que personne n'aurait imaginé. Il fonda une entreprise de technologie financière au service des Nigérians pauvres non bancarisés. Pendant 6 ans, il chercha Grace à travers l'État de Rivers. Il utilisa des annonces radio sur toutes les stations. Travailla avec des églises et des mosquées. Finança des projets de développement communautaire dans l'espoir qu'elle apparaisse. Rien. Ce soir-là, il sponsorisait une campagne médicale gratuite à Transamadi. Grace y amènerait des jeunes. Elle travaillait désormais comme assistante sociale auprès de jeunes sans-abri, sauvant encore des vies comme elle avait sauvé la sienne. Aucun des deux ne savait qu'ils étaient à quelques minutes de se revoir. Tous deux portaient toujours leur moitié de cette croix en bois brisé. Tous deux avaient tenu la promesse, chacun à sa manière. Mais je vais trop vite. Revenons là où tout a commencé. À un point d'eau de Transamadi. À un gobelet d'eau qui a tout changé. À une fillette de 9 ans qui a choisi la bonté quand le monde lui disait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Reste avec moi. Cette histoire te brisera le cœur, te fera remettre en question ce que tu crois savoir sur la pauvreté, puis te rappellera pourquoi un seul acte de compassion radicale peut changer des centaines de vies. Daniel Okshapor se réveilla à 5h30 du matin dans un appartement luxueux du vieux GRA, qui coûtait plus que ce que la plupart des familles nigérianes gagneraient en 3 vies. La chambre possédait des baies vitrées du sol au plafond encadrant Port Harcourt comme un tableau. La ville s'étendait vers les criques et les rivières, les raffineries de pétrole clignotant dans l'obscurité d'avant l'aube. Richesse et pauvreté s'y pressaient si étroitement qu'on ne pouvait les séparer au couteau. Il ne remarquait plus la vue. Il ne la remarquait jamais. La machine à café de sa cuisine était italienne, importée à un prix ridicule via Lagos, 2,3 millions de Naira pour un objet qui faisait du café. Il appuya sur un bouton et s'éloigna pendant que la tasse se remplissait. Dans son dressing, 43 costumes étaient alignés avec perfection. La plupart provenaient de tailleurs coûteux de Londres. Quelques-uns venaient d'un tailleur libanais à Lagos qui comprenait le tissu comme les musiciens comprennent le rythme. Il attrapa un costume 3 pièces gris anthracite sans réfléchir. Peu importait lequel. Ils étaient tous parfaits. Tous chers. Tous également dénués de sens. L'appartement était silencieux. Toujours silencieux. Aucune photo, aucun art, rien de personnel. Aucune trace qu'un véritable être humain, avec une histoire et des gens aimés, ait vécu dans ces pièces. Cela ressemblait à ce que c'était. Un showroom, une tombe drapée de luxe. Son téléphone vibra sur le plan de travail en marbre. Son assistante était toujours éveillée avant l'aube. Toujours au travail. Réunion du conseil à 9h. La transaction foncière LMA est conclue. Profit, 18 millions de Naira. Daniel répondit d'un seul mot, bien.
188 millions de Naira. Il ne ressentit absolument rien. L'argent ne signifiait plus rien. Cela avait cessé depuis longtemps, depuis qu'il avait franchi ce seuil où gagner de l'argent devenait plus facile que le dépenser. Où chaque affaire réussissait parce que son nom avait désormais du poids. Où une simple signature sur une proposition suffisait pour que les banques ouvrent leurs portes, que les politiciens passent des coups de fil et que les obstacles disparaissent. Il se dirigea vers son bureau à domicile et déverrouilla le tiroir inférieur du bureau en acajou que son décorateur d'intérieur avait insisté pour installer afin de donner de l'ancrage à l'espace. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, sculptée à la main, assez ancienne pour que le bois ait foncé avec le temps et les manipulations. Daniel l'ouvrit avec précaution, comme on manipule quelque chose de sacré. À l'intérieur se trouvait une moitié de croix en bois, grossièrement taillée, un travail amateur, le genre d'objet qu'un grand-père fabrique pour son petit enfant avec plus d'amour que de talent. Les bords étaient lissés par 23 en passés dans des poches, tenus dans des mains, touchés comme un porte-bonheur. C'était la seule chose, dans tout son appartement luxueux, qui comptait réellement. Il la toucha doucement. Chaque matin, le même rituel. Chaque matin, la même question qui le hantait depuis 6 années de recherche active et 17 autres d'espoir et d'attente. Où est-elle? La femme qui lui avait sauvé la vie. La fillette qui lui avait donné de l'eau quand elle n'en avait pas à partager. L'enfant de 9 ans qui lui avait appris qu'il méritait de rester en vie. Grace 16. Il la cherchait depuis 6 ans avec toutes les ressources que l'argent pouvait offrir. Annonces radio sur Rythme FM, Nigeria Info, Wazobia Port Harcourt, toutes les stations couvrant l'état de Rivers. Réseau d'églises, communion anglicane, paroisse catholique, méga-église pentecôtiste, petites églises de quartier. Réseau de mosquées aussi, on ne savait jamais. Il avait financé des points d'eau communautaires, rénové des écoles, organisé des campagnes médicales, toujours dans l'espoir qu'elle soit là, qu'il se retourne et la voie. Rien. Grace était un nom trop courant dans l'état de Rivers. Sa famille avait quitté sa dernière adresse connue en 2008. Le propriétaire s'en souvenait à peine. Juste une autre famille pauvre partie en pleine nuit en laissant 3 mois de loyer impayés. Pas d'adresse de transfert, aucun parent laissé derrière, aucune trace. Les détectives privés qu'il avait engagés au fil des années, 4 cabinets différents, des dizaines de milliers de dollars dépensés avaient tous fini par dire la même chose. Elle est peut-être morte. Elle s'est peut-être mariée et a changé de nom. Elle a peut-être quitté le Nigeria. Ou peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas être retrouvée. Cette dernière possibilité le hantait plus que toutes les autres. Et si elle se souvenait de lui, mais avait choisi d'oublier? Et si le souvenir d'avoir nourri un enfant mourant de la rue était douloureux plutôt que précieux? Et si elle avait tourné la page pendant qu'il poursuivait un fantôme? Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas après ce qu'elle avait fait. Pas après qu'elle l'ait vu quand tous les autres détournaient le regard. Daniel referma la boîte en bois et verrouilla le tiroir. Il était temps d'entamer une nouvelle journée à être la personne que le monde croyait qu'il était. Brillant, déterminé, prospère, le PDG qui avait bâti WataWata, la plateforme de mobile money à la croissance la plus rapide du Nigeria pour les non bancarisés, le succès technologique, l'enfant affiche de l'entrepreneuriat nigérian. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout ce qu'il avait construit, chaque décision, chaque nuit blanche à écrire du code, à convaincre des investisseurs, à affronter des batailles réglementaires, tout cela n'avait qu'un seul but. Devenir quelqu'un digne de la retrouver. La réunion du conseil d'administration fut prévisible. Félicitations générales pour l'accord LMA. Poignée de main, tape dans le dos, projection pour le 3e trimestre montrant une croissance exponentielle continue. Daniel joua parfaitement son rôle, sûr de lui, stratégique, concentré. À l'intérieur, la même torpeur familière. Son associé, Victor Chuku, le coinça ensuite dans les toilettes des dirigeants. Victor faisait partie des rares personnes à avoir connu Daniel avant l'argent, à l'époque où ils étaient tous les deux des étudiants affamés, ne mangeant que 2 repas par jour et rêvant bien plus grand que leur compte bancaire. « Frère, ça va ?» demanda Victor en se lavant les mains, observant Daniel dans le miroir. « Ça va. Tu dis, ça va, depuis 6 ans maintenant. » Victor s'essuya lentement les mains. « Depuis que tu as commencé cette recherche, cette femme que tu cherches, elle doit être vraiment spéciale. » Daniel ne répondit rien. Victor connaissait l'essentiel. Quelqu'un l'avait aidé quand il était enfant et il essayait de la retrouver. Il n'en connaissait pas les détails. Personne ne les connaissait. « Laisse-moi te poser une question,
continua Victor en s'appuyant contre le lavabo en marbre. Et si tu la retrouves et qu'elle est déjà mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle a construit sa vie avec un autre homme? La question frappa Daniel comme un coup de poing dans le ventre. Il se l'était posée 1000 fois, à 3 heures du matin, quand le sommeil refusait de venir. Alors je la remercierai simplement. Je m'assurerai qu'elle va bien. Et je la laisserai tranquille. Tu seras vraiment capable de faire ça? Daniel regarda son propre reflet. Costume hors de prix. Montre Rolex. La réussite écrite sur tout son être, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible à 10 ans. Serait-il capable de s'éloigner si Grace avait bâti une vie où il n'y avait pas de place pour lui? Je n'aurai pas le choix, dit-il doucement. Victor l'observa avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Ne te détruis pas, mon frère. À courir après des ombres, c'est tout ce que je te demande. Mais ce n'étaient pas des ombres qu'il poursuivait. Grace était réelle. L'eau qu'elle lui avait donnée était réelle. Les 7 mois de bonté sacrificielle et constante étaient réels. La croix en bois dans le tiroir de son bureau était réelle. Et quelque part au Nigeria, elle était réelle aussi, vivante, respirant, pensant peut-être parfois à lui comme lui pensait à elle chaque jour. Il devait simplement la retrouver. Cet après-midi-là, Daniel était assis dans son bureau d'angle au 19 étage de l'immeuble Wata Wata à Rumuola. Le bureau était tout en verre et en acier, conçu pour projeter puissance, contrôle et vision. Sur son bureau, 3 écrans affichaient des données de transactions en temps réel à travers le Nigeria. Des millions de petites transactions, des pauvres envoyant de l'argent à leurs proches, des commerçantes de marché payant leurs fournisseurs, des agriculteurs recevant le paiement de leurs récoltes. C'était pour cela que Wata Wata existait. Pas pour les réunions du conseil, ni les présentations aux investisseurs, ni les projections de revenus. Mais pour relier les pauvres et les non-bancarisés du Nigeria à l'économie numérique. Pour permettre à une femme d'un village de Benue de recevoir de l'argent de son fils à Lagos sans voyager 2 jours jusqu'à la banque la plus proche ni payer des frais d'agent exorbitants. Daniel avait bâti cela parce qu'il se souvenait de ce que cela signifiait d'être invisible pour le système financier, d'être si pauvre que les banques ne vous laissaient même pas franchir leurs portes. Il ouvrit une carte de Port Harcourt sur son 2e écran. 11 épingles rouges marquaient les projets de développement communautaire qu'il avait financés au cours des 6 dernières années. Tous à Transamadi, Diobu, Marine Base, Rumokuta, les quartiers où vivaient les familles pauvres, là où quelqu'un comme Grace aurait très probablement été si elle était toujours à Port Harcourt et continuait un travail en accord avec la personne qu'elle avait été enfant. Point d'eau, rénovation d'écoles, cliniques médicales, centres de formation professionnelle, tous financés discrètement par des sociétés écrans et des fondations, afin que cela ne ressemble pas à de la charité motivée par l'ego. Il ne se souciait pas de reconnaissance. Il se souciait de créer suffisamment de points de contact pour que Grace finisse par passer par l'un d'eux. Jusqu'ici, rien. Son téléphone vibra. Un rappel du calendrier. Campagne médicale gratuite ce soir, 18h, centre communautaire de Rumora. D'habitude, Daniel envoyait des représentants à ce genre d'événement. Son équipe des affaires communautaires, du personnel médical, des bénévoles de l'entreprise. Il y allait rarement en personne. Cela lui donnait trop l'impression de tourisme de la pauvreté. Des riches prenant des photos avec des pauvres pour se donner bonne conscience. Mais quelque chose, ce soir-là, lui semblait différent. Un instinct qu'il ne pouvait pas nommer. Comme lorsqu'on sait que la pluie arrive avant même que la première goutte ne tombe. Il envoya un message. Annule mon programme de ce soir. J'assisterai personnellement à la campagne médicale. Confirmé. J'informe l'équipe de votre présence. Daniel regarda encore une fois la croix en bois, posée dans sa boîte sur son bureau. Il avait commencé à l'emporter au travail récemment, incapable de la laisser à la maison. J'essaie toujours, murmura-t-il, pour elle, pour Grace, où qu'elle soit. Je n'ai jamais cessé d'essayer de te retrouver. Les souvenirs revenaient, qu'il le veuille ou non. Toujours. Surtout le soir, quand le travail ralentissait et que son esprit avait de l'espace pour vagabonder en arrière. Décembre 2002. La saison sèche à Port Harcourt. L'air était froid et sec, chargé de poussière qui s'infiltrait partout. Dans les yeux, les poumons, les vêtements. Le genre de climat qui fait tousser les pauvres et pousse les riches à fermer leurs fenêtres et à allumer la climatisation. Daniel avait 10 ans. Cela faisait 3 semaines qu'il vivait dans la rue après la mort de sa mère. Elle était une petite commerçante.
Elle vendait des bananes plantains et du piment au marché de Maïlin. Elle gagnait juste assez pour qu'il puisse louer une chambre dans une cour surpeuplée à Diobu, manger un repas par jour et mettre de côté de minuscules économies pour les urgences. Mais l'urgence arriva. Le paludisme cérébral frappa vite et violemment. Les économies ne suffirent même pas pour 2 jours d'hôpital. Elle mourut sur une natte posée sur le sol de leur chambre, brûlante de fièvre, appelant le père de Daniel, disparu avant sa naissance. Appelant sa propre mère, restée au village, sans argent pour se rendre à Port-Harcourt. Elle mourut en tenant la main de Daniel, en murmurant « Sois bon. Deviens quelqu'un. Ne vole pas. Ne mens pas. » Puis elle cessa de respirer. Le propriétaire de la cour s'en rendit compte 2 jours plus tard, quand l'odeur commença. Il appela les autorités locales. Elles vinrent, emportèrent le corps et dirent qu'elles se chargeraient de l'enterrement. Elles demandèrent à Daniel où se trouvait sa famille. Il n'en savait rien. La famille de sa mère vivait dans l'état d'Énugu, dans un village qu'il avait visité une seule fois quand il était très jeune, et dont il ne se souvenait plus du chemin. Son père était un fantôme, un nom que sa mère ne prononçait jamais sans amertume. L'agent des services sociaux qui se présenta était fatigué, débordé, traitant le deuil comme un simple dossier administratif. Elle lui dit qu'on lui trouverait un placement et lui demanda d'attendre au bureau du gouvernement local. Daniel attendit 3 jours. Personne ne revint pour lui. Les agents de sécurité le laissèrent dormir sur le banc à l'extérieur et partagèrent parfois leur nourriture avec lui. Puis ils reçurent de nouvelles consignes, plus de rôdeurs. Ils lui dirent qu'il devait partir. Alors il partit. 3 semaines à dormir dans des entrées d'immeubles, à boire au robinet public quand il le pouvait, à manger dans les poubelles quand le désespoir dépassait la honte, à se faire chasser des marchés, des arrêts de bus, de tous les endroits où se rassemblaient ceux qui avaient un foyer. La transformation d'enfant en rat des rues fut plus rapide qu'on ne l'imagine. Ses vêtements devinrent des haillons. Ses cheveux poussèrent en désordre. Sa peau prit cet aspect grisâtre et sale qui poussait les gens à traverser la rue pour l'éviter. Ses yeux se vidèrent. À la 3e semaine, il était en train de mourir. Pas de façon spectaculaire. Pas d'effondrement soudain ni de cri. Juste un effacement lent. Le corps qui s'éteint sous l'effet de la faim, de la déshydratation, du désespoir. 10 ans, et déjà la certitude que le monde était parfaitement d'accord pour le laisser disparaître. C'est alors qu'il trouva le point d'eau de Transamadi. C'était un point d'eau public, creusé des années plus tôt par une organisation. Un de ces projets de développement qui avait réellement fonctionné. Eau potable, accès gratuit, entretien assuré par la communauté. Les familles pauvres venaient chaque matin avec des bidons et des seaux pour chercher l'eau de la journée. Daniel avait appris à se cacher non loin et à attendre. Parfois, des femmes, prises de pitié, le laissaient boire dans leur seau. Parfois, des enfants partageaient un gobelet d'eau quand leurs parents ne regardaient pas. Parfois, ils n'obtenaient rien. Il se faisait petit, invisible. Il avait compris que s'il se montrait trop audacieux, les gens appelaient la police ou les groupes de vigilance pour le chasser. Mais si l'on restait silencieux, pitoyable et visiblement mourant, parfois la miséricorde vous trouvait. Un matin, cela faisait 5 jours qu'il traînait près du point d'eau, de plus en plus faible chaque jour. Il ne put pas se lever quand l'aube arriva. Ses jambes ne répondaient plus. Sa tête tournait dès qu'il essayait de s'asseoir. Sa bouche était si sèche que sa langue collait à son palais. Il entendit des voix. Les gens venus chercher de l'eau le matin. Le bruit des bidons qu'on remplissait. Des conversations rapides en anglais et en langue locale. Des rires. Puis quelqu'un cria. « Ah! Un enfant est mort ici !» Des pas se précipitèrent vers lui. Des mains le touchèrent. Vérifièrent sa respiration. Il n'est pas mort. Il respire encore. Mais il mourra bientôt si on ne l'aide pas. Appelons la police. La police ne fera rien. Ils vont juste l'emmener et l'abandonner ailleurs. Ce n'est pas notre affaire. Nous avons déjà nos propres problèmes. Puis une autre voix, jeune, féminine, calme mais ferme. Je vais l'aider. Grace, éloigne-toi de là. Cet enfant peut avoir une maladie. Je m'en fiche. Il est en train de mourir. Daniel força ses yeux à s'ouvrir. Il vit une fille, peut-être âgée de 9 ans, agenouillée près de lui dans la poussière rouge. Elle avait des cheveux naturels courts, tressés en petites nattes, et portait un uniforme scolaire délavé, lavé tant de fois que le bleu était presque devenu blanc.
Son visage était mince. Elle était pauvre, elle aussi il le vit tout de suite, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Elle porta un gobelet d'eau à ses lèvres. « Bois lentement, dit-elle doucement. Si tu bois trop vite, tu vas vomir. » L'eau toucha ses lèvres, et Daniel se mit à pleurer. Il n'y pouvait rien. 3 semaines sans que personne ne le touche avec douceur, sans que personne ne lui parle sans dégoût ni peur, sans que personne ne lui donne quoi que ce soit sans attendre quelque chose en retour. Cette fille lui donnait de l'eau comme s'il était un être humain. Il but lentement. L'eau était fraîche, propre, la chose la plus merveilleuse qu'il ait jamais goûtée. Quand le gobelet fut vide, Grace se leva, retourna au point d'eau, le remplit de nouveau et revint. « Bois encore. Tu en as besoin de beaucoup. » Une voix de femme plus âgée se fit entendre. « Grace, il faut y aller. Tu vas être en retard à l'école. »« J'arrive, mamie. Juste un peu de temps. » Grace sortit de son sac d'école un petit paquet enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur, il y avait du riz et de la sauce soigneusement emballés. Elle en détacha un petit morceau et le mit dans la bouche de Daniel. « Mâche bien, lui dit-elle. De petits morceaux. Tu ne pourras pas digérer si tu te presses. » Daniel mâcha. La nourriture était simple, du riz blanc avec de l'huile de palme et du piment, un tout petit morceau de poisson séché. Mais c'était le premier vrai repas qu'il mangeait depuis 10 jours. Son corps se souvint de ce que la faim lui avait fait oublier, manger est bon. Vivre est possible. Grace le nourrit lentement, avec soin, comme on nourrit un bébé. Autour d'eux, les femmes continuaient à puiser de l'eau et les observaient avec des expressions variées. Pitié, dégoût, méfiance, approbation. Quand la moitié de la nourriture fut mangée, Grace remballa le reste et le mit dans les mains de Daniel. « Mange le reste plus tard. Je reviendrai demain matin, à la même heure. J'apporterai encore de l'eau et de la nourriture. » Daniel la fixa. Sa voix sortit comme un murmure brisé. « Pourquoi ?» Grace le regarda comme si la question la surprenait. « Parce que tu as faim. »« Grace, maintenant nous sommes déjà en retard. » La fillette se leva, attrapa son bidon d'eau à moitié rempli, puisqu'elle avait donné tant d'eau à Daniel, et rejoignit la femme âgée, visiblement sa grand-mère. En s'éloignant, Daniel entendit la grand-mère demander. « Que as-tu donné à ce garçon ?»« De l'eau et mon petit déjeuner. »« Ton petit déjeuner ? Grace, nous n'avons pas de nourriture en plus. Tu auras faim jusqu'à midi. »« Je sais, mamie, mais lui en a plus besoin que moi. » Daniel les regarda disparaître dans la foule du matin. Il regarda la nourriture restante dans ses mains, le gobelet vide qu'elle avait laissé à côté de lui. Cette bonté qui n'avait aucun sens dans un monde où tout le monde luttait, où personne n'avait quoi que ce soit en trop à partager. Et pour la première fois depuis 3 semaines, il pensa. Peut-être que je ne mourrai pas aujourd'hui. Cette pensée devint une promesse. Si cette fille revient demain comme elle l'a dit, je survivrai. Je trouverai un moyen de vivre. Je deviendrai quelqu'un pour pouvoir la remercier. Daniel ne le savait pas encore, mais Grace reviendrait le lendemain matin, puis le jour suivant, et encore le suivant. Pendant 7 mois d'affilée, elle partagerait son eau et sa nourriture avec un enfant des rues mourant que personne d'autre n'osait toucher. Et elle changerait tout. Grace vivait à 4 rues du point d'eau de Transamadi, dans un appartement d'une seule pièce qu'elle partageait avec sa grand-mère, Mama Ketchi, et 2 cousins plus jeunes, Kioma, 7 ans, et Amesha, 5 ans. L'appartement se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages qui avait connu des jours meilleurs, peut-être 20 ans plus tôt. Peinture jaune écaillée, fenêtres cassées réparées avec du carton, un toit qui fuyait en 17 endroits différents quand la saison des pluies arrivait. Sol en béton, pas de carrelage, pas de ventilateur au plafond. Ils n'auraient de toute façon pas pu payer l'électricité pour en faire fonctionner un. Mais c'était leur maison, et Mama Ketchi la gardait propre avec une fierté farouche. Les sols étaient balayés 2 fois par jour. Le petit coin cuisine était frotté jusqu'à ce que le béton brille. Les nattes pour dormir étaient lavées chaque semaine et séchées au soleil. On pouvait être pauvre, disait Mama Ketchi, mais on n'était pas obligé d'être sale. Les parents de Grace travaillaient tous les deux à plusieurs emplois juste pour survivre. Sa mère, Patience, faisait des ménages dans les maisons d'Ol-Gra, le quartier où vivaient les riches, dans des villas avec groupe électrogène, paraboles et portails sécurisés. Elle partait tous les jours à 5 heures du matin, prenait 3 bus pour s'y rendre, travaillait 12 heures à nettoyer 4 maisons différentes, et rentrait après la tombée de la nuit.
Elle gagnait 25 000 Nera par mois. Son père, Emmanuel, était agent de sécurité dans un centre commercial sur Arbor Road. Travail de nuit, de 19h à 7h, 6 jours par semaine. Il gagnait 30 000 Nera par mois. Ensemble, ils gagnaient 55 000 Nera par mois. Le loyer était de 20 000. La nourriture coûtait environ 20 000 s'il faisait attention. Le transport pour le travail, 8 000. Il restait 7 000 pour tout le reste, urgence médicale, frais de scolarité, vêtements, savon, kérosène pour cuisiner. Il survivait à peine, mais survivre à peine restait une forme de survie. Grace comprenait la pauvreté comme les enfants la comprennent. Non pas en termes d'économie, mais comme une suite de choix permanents. Le petit déjeuner, c'était soit du gari et des arachides, soit un carmu, jamais les deux. Le déjeuner dépendait de ce que le programme de cantine scolaire offrait. Dieu merci pour cela. Le dîner était du riz blanc avec de la sauce quand l'argent était arrivé cette semaine-là, ou encore du gari quand ce n'était pas le cas. Les vêtements neufs arrivaient une fois par an, à Noël. Les chaussures seulement quand les anciennes tombaient complètement en morceaux. Les médicaments, uniquement quand la maladie devenait trop grave pour que les remèdes traditionnels suffisent encore. Mais Mama Ketchi avait enseigné quelque chose d'important aux 3 enfants. Quelque chose qu'elle répétait comme une prière. Nous n'avons pas d'argent, mais nous partagerons toujours ce que nous avons. C'est ce que Dieu veut. Quand tu vois quelqu'un qui a plus besoin que toi, tu donnes. Dieu regarde. Il s'en souviendra. Le matin où Grace trouva Daniel au point d'eau, on l'avait envoyé chercher de l'eau comme chaque matin avant l'école. Un seul bidon de 20 litres. Cette eau devait durer toute la journée pour 4 personnes. Boire, cuisiner, laver la vaisselle, laver les plus petits, les baigner. Quand elle en donna la moitié à Daniel, en plus de son petit déjeuner, elle avait fait un choix. Sa famille manquerait de cette eau. Elle aurait faim jusqu'à l'heure du déjeuner. Il n'y avait pas de réserve. Il n'y en avait jamais. Mais le garçon était en train de mourir. C'était plus important que la faim. Plus important que la soif. Plus important que le confort. Quand Grace rentra à la maison ce matin-là, avec le bidon à moitié plein seulement, Mama Ketchi regarda le niveau de l'eau puis le visage de sa petite fille, et comprit immédiatement. « Tu as donné de l'eau à quelqu'un ? » ?»« Oui, ma. À un garçon. Il est en train de mourir au point d'eau. » Mama Ketchi resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha la tête. « Tu as bien fait. Mais aujourd'hui, nous allons nous débrouiller avec peu d'eau, et tu auras faim jusqu'au déjeuner à l'école. Je sais, ma. Si tu comptes continuer à aider ce garçon, il faut me le dire pour que nous puissions nous organiser. » Grace leva les yeux, surprise. « Tu n'es pas en colère ? Pourquoi serais-je en colère ? Tu as fait ce qu'il fallait. Mais si tu veux recommencer demain, j'ai besoin de le savoir pour gérer l'eau et la nourriture. » Ce soir-là, Mama Ketchi et Grace racontèrent l'histoire aux parents de Grace. Ils étaient tous assis sur la petite natte dans leur unique pièce, en train de dîner riz et sauce, ce soir-là, grâce à Dieu. Le père de Grace, Emmanuel, resta silencieux un moment après avoir entendu l'histoire. Puis il demanda. « Ce garçon, c'est un enfant des rues ? » ?»« Oui, papa. »« Quel âge ? » ?»« Peut-être 10 ans. »« Et il est là depuis combien de temps ?» Grace ne savait pas, mais elle décrivit sa maigreur, le regard creux de ses yeux, la façon dont il avait pleuré quand elle lui avait donné de l'eau. Emmanuel et Patience échangèrent un regard. Ils avaient eux aussi connu une pauvreté extrême, savaient ce que signifiait avoir faim, être invisible. Ils comprenaient. Patience parla avec précaution. « Grace, si tu veux aider ce garçon, nous te soutiendrons. Mais tu dois comprendre que cela va nous coûter. Nous n'avons rien non plus. Ce que nous lui donnerons, nous ne le récupérerons pas. Je sais, maman. Et les gens vont parler. Ils diront que nous gaspillons la nourriture pour des enfants des rues alors que nous avons à peine de quoi manger nous-mêmes. Je sais. Et ils pourraient mourir quand même. Tu pourrais faire tout cela, et ils pourraient quand même mourir. » La voix de Grace était douce mais ferme. « Alors je devrais juste le laisser mourir sans essayer ?» Son père sourit tristement. « Non, mon enfant. Tu as raison. Nous ne devons pas faire ça. » Mama Ketchi se leva, alla vers le petit placard où il gardait la nourriture, et commença à calculer. Si je me lève 30 minutes plus tôt demain, je peux cuire un peu plus de riz. Assez pour 2 portions. Une pour le déjeuner de Grace, une pour le garçon.
Mais il faudra acheter plus de riz cette semaine. Patience fit des calculs dans sa tête. Le riz en plus coûtera peut-être 200 Nera de plus par semaine. On peut gérer si on réduit l'argent du transport. Je peux marcher une partie du trajet pour aller travailler. Mama Ketchi continua. Si Grace lui donne de l'eau tous les jours, il faudra aller en chercher 2 fois, le matin et le soir. Amécha pourra venir avec moi pour la tournée du soir. Ils planifièrent tout cela comme une opération militaire, parce que c'était ce que la survie exigeait quand on était pauvre. Rien ne devait être gaspillé. Tout devait être calculé. Grace écouta sa famille réorganiser des vies déjà tendues au maximum pour accueillir un enfant inconnu, et elle comprit quelque chose de profond. C'était ça, leur identité. Non pas parce qu'ils étaient assez riches pour se permettre la générosité, mais parce qu'ils croyaient qu'être humain signifiait partager, même quand on n'avait presque rien. Cette nuit-là, Grace posa une question qui lui trottait dans la tête depuis le matin. « Mamie, pourquoi faisons-nous ça? Nous ne connaissons même pas ce garçon. » Mama Ketchi était assise sur la natte, en train de tresser les cheveux de Grace pour l'école du lendemain. « Laisse-moi te raconter quelque chose. Quand ton grand-père était encore en vie, il y a eu un jour où nous avons failli mourir de faim. Nous n'avions pas mangé depuis 3 jours. Pas de nourriture, pas d'argent, rien. Grace savait que son grand-père était mort 5 ans plus tôt, mais elle n'avait jamais entendu cette histoire. Nous étions dans la maison, faibles, attendant simplement de voir ce qui allait se passer. Puis notre voisine, une femme pauvre comme nous, est venue avec une demi-marmite de soupe. Elle a dit que c'était la dernière nourriture qu'elle avait chez elle. Elle nous l'a donnée. Les mains de Mama Ketchi s'arrêtèrent dans les cheveux de Grace. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu, si nous mourons tous de faim, alors la faim gagne. Mais si nous partageons le peu que nous avons, nous pouvons tous survivre. Elle t'a sauvé. Elle nous a sauvés. Et cette soupe nous a permis de tenir jusqu'à ce que ton grand-père trouve du travail. Puis Mama Ketchi reprit la tresse. Cette femme m'a appris quelque chose. Quand tu as une petite chose et que tu la partages, elle se multiplie d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre. Mais quand tu la serres trop fort par peur que ce ne soit pas assez, elle rétrécit. Alors nous devons partager même quand nous avons peur, surtout quand nous avons peur. C'est à ce moment-là que le partage a le plus de valeur. Grace s'endormit cette nuit-là en pensant à la multiplication et au rétrécissement, aux voisins qui se sauvaient les uns les autres, à un garçon près d'un point d'eau qui avait besoin de savoir que la faim ne gagnerait pas. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube pour aider Mama Ketchi à préparer 2 portions de riz et de sauce, son petit déjeuner et celui de Daniel. Elle les emballa soigneusement dans 2 feuilles de journal séparées, remplit le bidon d'eau au point d'eau et trouva Daniel exactement là où elle l'avait laissé, toujours faible, mais conscient cette fois, en train d'attendre. Quand il la vit arriver, son visage s'illumina comme un lever de soleil, comme s'il avait été convaincu qu'elle ne reviendrait pas et que sa présence était un miracle. « Tu es revenu, murmura-t-il. Je te l'avais promis hier. Je ne romps pas mes promesses. » C'était le 2e jour. Le 3e jour, elle apprit qu'il s'appelait Daniel, qu'il avait 10 ans, que sa mère était morte et qu'il vivait dans la rue depuis presque un mois. Le 4e jour, elle découvrit qu'il savait lire. Il avait trouvé un livre déchiré dans les poubelles de quelqu'un et le portait partout. Il le lisait encore et encore. Elle fut surprise. La plupart des enfants des rues n'avaient aucune instruction. « C'est ma maman qui m'a appris », expliqua-t-il. Elle disait que si je ne pouvais pas aller à l'école, je devais quand même savoir lire. Elle disait que les livres me sauveraient quand plus rien d'autre ne le pourrait. Le 5e jour, Grace lui apporta un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque de son école. Un livre simple d'histoire biblique pour enfants, avec des images. Daniel le tint comme s'il était fait d'or. « Je peux le garder juste un peu? Je dois le rendre, mais tu peux le lire avant que je le rapporte. » Il le lut de la première à la dernière page ce jour-là et le rendit le lendemain matin. « Merci. » Celui-là était doux. Le 7e jour, les autres enfants au point d'eau commencèrent à remarquer le rituel. L'ami de Grace, Joy, l'a pris à part. « Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon des rues? »« Je lui donne de la nourriture et de l'eau. »« Pourquoi tu es folle comme ça? Tu crois qu'il te remboursera ?» Grace n'avait jamais pensé à une récompense. Elle pensait au vide dans les yeux de Daniel, et à la façon dont cela lui rappelait les histoires de sa grand-mère sur la faim qui gagne ou qui perd. « Je ne veux pas qu'il meure. Mais il mourra quand même. Les enfants des rues meurent toujours. Pourquoi perdre ton temps?
Grace n'avait pas de réponse qui aurait satisfait Joy. Alors elle dit simplement. Peut-être qu'il ne mourra pas. Peut-être que Dieu a un plan pour lui. Joy rit. Dieu ne fait pas de plan pour les rats des rues. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Mais Joy avait tort. Grace le voyait dans les yeux de Daniel quand il lisait, dans la façon dont il parlait avec une grammaire soignée même quand il avait faim, dans les questions qu'il posait sur sa journée d'école, qui montraient qu'il était intelligent, curieux, capable de bien plus que simplement survivre. Dieu avait des projets pour Daniel. Grace en était certaine. Il fallait juste le maintenir en vie assez longtemps pour que ses projets puissent se révéler. À la 2e semaine, Daniel pouvait marcher sur de courtes distances. La nourriture et l'eau avaient des effets visibles. Ses yeux étaient plus clairs, sa peau moins terne. Un matin très tôt, il s'était lavé au point d'eau, et même si ses vêtements restaient en haillons, il paraissait plus humain, moins fantomatique. Il commença à organiser ses journées autour des visites matinales de Grace. Il se réveillait avant l'aube, se plaçait là où il pouvait voir le chemin qu'elle empruntait depuis son concession, et attendait avec un espoir désespéré. Elle ne manqua jamais un seul matin. À la 3e semaine, Daniel lui posa une question qui allait changer leurs deux vies. « Grace, pourquoi fais-tu vraiment tout ça? Ne mens pas. » La vraie réponse. Elle s'assit près de lui sur le sol sec, près du point d'eau. Tous deux regardaient le soleil se lever sur Transamadi, transformant les toits en tôle rouillée en quelque chose de presque beau. Ma grand-mère m'a appris que quand tu vois quelqu'un souffrir et que tu peux aider, même un peu, c'est ton devoir devant Dieu. Peu importe que la personne puisse te rendre l'appareil. Peu importe que quelqu'un regarde. Tu aides simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Mais ta famille est pauvre aussi. Tu sacrifies ta propre nourriture. Je sais. Alors pourquoi? Grace le regarda droit dans les yeux. Parce que tu es un être humain. Tu n'es pas un rat ni un chien. Tu es l'enfant de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Et si tu meurs ici alors que je pouvais t'empêcher de mourir et que je ne fais rien, qu'est-ce que ça dit de moi? Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Pas de faim cette fois, mais parce qu'il se sentait vu, reconnu, traité comme si sa vie comptait. Je me souviendrai de ça, dit-il doucement. Si je survis, si je deviens quelqu'un dans cette vie, je te retrouverai. Je te rendrai tout. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Moi, j'en ai besoin. Pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que je veux te montrer que la graine que tu as plantée a poussé. Grace sourit. Alors assure-toi d'abord de survivre. D'accord. Marché conclu. La 4e semaine apporta la première vraie crise. Madame Adabio, la directrice stricte de l'école primaire de Grace, remarqua que Grace apportait 2 repas chaque jour et que l'un disparaissait toujours avant la pause de midi. Un matin, avant le début des cours, elle l'a pris à part. « Que fais-tu avec ce 2e repas ?» Grace savait que mentir ne servirait à rien. Madame Adabio avait un détecteur de mensonges intégré. « Je le donne à quelqu'un. »« À qui ?»« À un garçon. Un enfant de la rue. Il est en train de mourir de faim. » Le visage de Madame Adabio se durcit. « Et tu te prends pour Mère Teresa? Tu penses pouvoir sauver tous les enfants de la rue de Port-Harcourt? Non, madame. Juste celui-là. Pourquoi celui-là est spécial? » Grace n'arrivait pas à l'expliquer rationnellement. Il l'est, c'est tout. Madame Adabio l'observa longuement, puis soupira. Où est ce garçon? Au point d'eau de Transamadi. Montre-le-moi. Cet après-midi-là, après l'école, Grace conduisit Madame Adabio au point d'eau. Daniel était là, en train de lire le 2e livre que Grace lui avait emprunté, tellement absorbé qu'il ne les vit pas approcher. Madame Adabio l'observa pendant une minute entière. Elle vit sa concentration totale, la manière soigneuse dont il tournait les pages pour ne pas abîmer le livre, l'intelligence sur son visage malgré la misère. « Garçon, qu'est-ce que tu lis ?» Daniel sursauta, vit la femme sévère en tenue d'enseignante et pensa immédiatement aux ennuis. « Je suis désolé, madame. Grace m'a prêté le livre. Je vais le rendre. Je ne l'ai pas volé. Je n'ai pas dit que tu l'avais volé. J'ai demandé ce que tu lisais. Anansi, l'araignée, madame. Des contes d'Afrique de l'Ouest. Tu sais bien lire. Oui, madame. » Pour le prouver, Daniel lut à voix haute un paragraphe entier, avec fluidité et expression. Le visage de Madame Adabio montra de la surprise. « Qui t'a appris à lire comme ça? »« Ma maman, madame. Avant qu'elle meure.
Depuis combien de temps es-tu dans la rue? 1 mois et quelques jours, madame. Et avant? Daniel lui raconta toute son histoire. La mort de sa mère, l'échec de l'aide sociale, les semaines de survie, l'intervention de Grèce. Quand il eut fini, madame Adabio se tourna vers Grèce. Tu sais que ce genre de situation est dangereux. Les enfants de la rue peuvent avoir des maladies, des traumatismes qui les rendent dangereux. Oui, madame, mais Daniel n'est pas dangereux. Il a juste besoin d'aide. Madame Adabio regarda Daniel à nouveau, différemment cette fois. Elle évaluait, calculait. Écoute-moi bien, garçon. Je ne peux pas t'inscrire à l'école. Je n'en ai pas l'autorité. Mais je peux m'assurer que tu manges régulièrement. Les yeux de Daniel s'agrandirent. Madame, je donnerai à Grèce de la nourriture supplémentaire pour toi. Et des livres. Si tu veux apprendre, je veillerai à ce que tu aies du matériel. Pourquoi, madame? Demanda Daniel, posant la même question qu'à Grèce. Parce que si cette fille, dit-elle en pointant Grèce, est prête à sacrifier son propre ventre pour toi, alors il y a quelque chose chez toi qui mérite d'être sauvé. Je ne laisserai pas son effort être gaspillé. À partir de ce jour, madame Adabio devint une alliée silencieuse pour maintenir Daniel en vie. Des sandwichs supplémentaires apparurent dans le sacre-pas de Grèce. Des livres surgirent avec des notes, donne celui-ci au garçon. Dis-lui que je vérifierai s'il a bien lu. Et Daniel lut tout. Il dévorait les livres comme de la nourriture, littérature, sciences, mathématiques, manuels scolaires, histoire. Il avait faim de savoir comme il avait eu faim de nourriture. La 6e semaine apporta une autre crise, liée au climat. Les vents de la saison sèche devinrent violents. Les températures chutaient la nuit. Daniel n'avait ni veste, ni couverture, rien pour le protéger du froid. Grèce remarqua un matin que ses lèvres devenaient bleues, qu'il tremblait sans pouvoir se contrôler. Cet après-midi-là, elle rentra chez elle et revint avec sa seule veste, un coupe-vent fin que sa mère avait acheté au marché de Baloguin 2 ans plus tôt. Elle apporta aussi un pagne, l'une des couvertures en tissu qu'ils utilisaient à la maison. Prends-les. Je ne peux pas. Tu auras froid. J'ai un pull pour l'école et un pagne à la maison. Toi, tu n'as rien. Grèce. Prends-les avant que je me fâche. Daniel prit la veste et le pagne. Cette nuit-là, pour la première fois en 6 semaines, il ne se réveilla pas en tremblant de froid. Il dormit 6 heures d'affilée, enveloppé dans le tissu d'une femme morte qui sentait le savon phénolé et la fumée de bois, portant une veste trop petite pour une fille, et se sentit plus en sécurité qu'il ne l'avait été depuis la mort de sa mère. À la 8e semaine, Daniel attrapa une forte fièvre. Grèce le trouva un matin à peine conscient, brûlant, délirant. Elle courut chercher Mama et Ketchi. Ensemble, elles portèrent à moitié, traînèrent à moitié Daniel jusqu'à la petite pharmacie située 3 rues plus loin. Mama et Ketchi achetèrent des médicaments contre le paludisme avec l'argent qu'elle économisait pour ses propres médicaments contre l'hypertension. Elle ne pouvait pas l'emmener à l'hôpital. Cela aurait exigé des explications, des papiers, de l'argent qu'elle n'avait pas. Mais elle pouvait le soigner en secret. Elle l'avait déjà fait pour sa propre famille. Pendant 5 jours, Daniel resta caché dans un coin de leur pièce unique, couvert de pagne, nourri de médicaments, d'eau et de soupe. Les parents de Grèce savaient, mais faisaient semblant de ne rien voir. C'était plus sûr ainsi. Les plus jeunes cousins acceptèrent l'histoire qu'on leur donna, un cousin éloigné en visite. Le 5e jour, la fièvre tomba. Le 6e jour, Daniel pouvait s'asseoir. Le 7e jour, Mama et Ketchi dirent qu'il était assez fort pour retourner au point d'eau, avant que les voisins ne commencent à poser des questions. Avant qu'ils ne partent, Mama et Ketchi lui prirent le visage entre leurs mains. « Écoute-moi, mon enfant. Grèce t'a donné la vie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore, madame, mais je promets de ne pas la gaspiller. Bien. Parce que cette fille a trop sacrifié pour que tu gâches ses efforts. » Daniel regarda Grèce, debout près de la porte. « Je sais, madame. Je sais. » À la 12e semaine, quelque chose changea en Daniel. Il commença à croire qu'il pouvait réellement survivre. Que ce n'était pas seulement retarder la mort, mais construire un avenir. Il se mit à faire des projets. Un matin, il dit à Grèce. « Quand je serai plus fort, je trouverai du travail. Un petit travail, n'importe quoi. Pour ne pas seulement recevoir de toi. Tu n'es pas prêt. Je suis assez prêt.
Je ne veux pas que tu penses que je veux juste dépendre de toi. Daniel, tu as 10 ans. Quel travail peux-tu faire? Je peux porter des charges au marché, laver des voitures, n'importe quoi. Et il le fit. Il commença à faire de petits boulots autour de Transamadi. Porter de l'eau pour ceux qui ne voulaient pas faire la queue, faire des courses pour les commerçantes. De toutes petites sommes, 50 Nera ici, 100 là. Il apportait l'argent à Grace comme une offrande. Prends-le. Achète-toi quelque chose. Elle refusait toujours. Garde-le. Économise. Tu en auras besoin. À la 16e semaine, Daniel avait économisé 3000 Nera, une fortune absurde pour un enfant de la rue. Il en utilisa 500 pour s'acheter de vrais vêtements chez un vendeur au bord de la route. Des vêtements d'occasion, mais en bon état. Il utilisa encore 500 Nera pour acheter un petit cadeau à Grace. Un simple bracelet fait de perles colorées, le genre qu'on vend aux enfants sur les marchés. Quand il le lui donna, elle se mit à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il n'est pas joli? Il est très joli. Mais Daniel, tu devrais économiser ton argent. J'économise. Mais je veux te donner quelque chose pour te montrer que j'apprécie. Pour te montrer que je n'oublie jamais. Grace porta ce bracelet tous les jours pendant les 7 mois suivants, jusqu'au jour où Daniel partit. La semaine 20 apporta une nouvelle inattendue. Un homme apparut au point d'eau en demandant Daniel par son nom. Il était d'âge moyen, au visage dur, bien habillé, on voyait qu'il avait un peu d'argent, mais pas beaucoup. « Es-tu Daniel Okafor? »« Oui, monsieur. Je suis ton oncle, le mari de la sœur de ta mère. J'ai appris par le réseau de l'église que ta mère est morte. Je te cherche depuis. » Le cœur de Daniel bondit d'espoir. Une famille. Quelqu'un pour le réclamer. Quelqu'un pour le sauver. L'homme, qui se présenta comme Monsieur Nozu, expliqua qu'il vivait à Onitsha, qu'il tenait une boutique de provisions, qu'il avait de la place pour Daniel et qu'il l'accueillerait chez lui. Prépare tes affaires. Nous partons demain. Demain? Daniel chercha Grace du regard, paniqué. Elle n'était pas encore arrivée. Demain matin. Très tôt. J'ai des affaires à finir à Port Harcourt, puis nous voyagerons. Cet après-midi-là, Daniel attendit Grace le cœur brisé. Quand elle arriva, il lui raconta tout. Le visage de Grace devint neutre avec effort. Donc tu pars à Onitsha vivre avec ta famille. Je n'ai pas le choix. C'est mon oncle. Je sais. Mais Grace, je reviendrai. Je te le jure. Quand je serai grand, quand j'aurai de l'argent, je te retrouverai. Daniel, tu n'es pas obligé. Si, j'en ai besoin. Il lui attrapa les mains, désespéré. Tu m'as sauvé la vie. Pendant 7 mois tu m'as nourri. Tu m'as donné des médicaments. Ta famille m'a donné un toit. Je ne peux pas juste disparaître et oublier. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Je ne veux pas que tu te sentes redevable. Je ne me sens pas redevable. Je sens que je t'aime, et que je veux t'épouser quand je serai grand et que je deviendrai quelqu'un. Les mots les choquèrent tous les deux. Daniel ne les avait pas préparés. Ils avaient jailli de quelque chose de profond. Grace rit et pleura en même temps. Daniel, nous sommes des enfants. Tu as 10 ans. J'en ai 9. Tu ne peux pas promettre le mariage. Je peux promettre ce que je veux. Et je te promets ceci, je deviendrai quelqu'un dans cette vie. Je gagnerai de l'argent et je te retrouverai pour t'épouser. C'est la fièvre qui parle. Non, c'est mon cœur qui parle. Daniel sortit de sa poche son bien le plus précieux. La petite croix en bois que Mama et Ketchi lui avaient donnée pendant sa guérison du paludisme. Elle lui avait dit. Cette croix, mon père l'a sculptée pour moi quand j'étais petite. Elle m'a accompagnée toute ma vie. Maintenant, je te la donne. Qu'elle te protège. Daniel avait pleuré ce jour-là, tant elle était précieuse pour elle. Assis avec Grace pour la dernière fois, Daniel fit quelque chose d'impulsif. Il prit une pierre et frappa la croix en plein centre. Elle se brisa nettement en deux. Daniel, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, on a 2 morceaux. Il lui donna une moitié et garda l'autre. Comme ça, on ne s'oubliera pas. Et quand je te retrouverai, on les réunira. Grace serra le morceau de croix brisé, les larmes coulant sur son visage. Tu viendras vraiment me chercher. Je le jure devant Dieu. Ils restèrent ensemble jusqu'au coucher du soleil. Ils firent des promesses, échangèrent des histoires, mémorisèrent les visages l'un de l'autre. Avant de se séparer, Daniel lui demanda son nom complet, son adresse exacte,
son école. Il écrivit tout sur un bout de papier trouvé par terre, le mémorisa jusqu'à pouvoir le réciter à l'envers. Je n'oublierai jamais, Grèce. Ni ton nom, ni ton visage, ni ce que tu as fait pour moi. Jamais. Le lendemain matin, Monsieur Nozu vint chercher Daniel. Grèce était là, tenant sa moitié de croix, pleurant en silence. En partant, Daniel se retourna 17 fois. Au 18e regard, Grèce était trop loin pour être bien distinguée, mais il lui fit quand même signe de la main. Et dans sa poche, il portait la moitié d'une croix en bois qui deviendrait son bien le plus précieux. Une promesse gravée dans le bois. Une dette impossible à rembourser, mais qui serait honorée quand même. Le début d'une histoire qui mettrait 23 ans à s'accomplir. L'oncle qui emmena Daniel depuis Port Harcourt était techniquement de la famille, le mari de la sœur décédée de sa mère. Mais Monsieur Nozu n'était pas venu par amour ni par devoir familial. Il était venu parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre gratuite pour sa boutique de provisions à Onitsha. Daniel comprit cela dès la première semaine. Monsieur Nozu avait 3 enfants biologiques. Ils allaient dans de bonnes écoles, portaient de beaux vêtements, mangeaient 3 repas par jour. Daniel, lui, recevait un autre traitement. Il dormait sur une natte dans la réserve de la boutique. Se levait à 4 heures du matin pour balayer et ranger les marchandises. Travaillait jusqu'à minuit pour réapprovisionner, gérer les stocks, faire des courses. L'école était trop chère pour Daniel. Peut-être l'année prochaine, disait Monsieur Nozu. L'année prochaine n'arriva jamais. La nourriture était meilleure que dans la rue, même si les portions de graisse avaient été plus généreuses, mais l'atmosphère émotionnelle était étouffante. Les enfants biologiques l'appelaient le garçon de maison. Sa femme le traitait avec un mépris banal. Le message était clair. Tu es ici parce que nous sommes assez chrétiens pour ne pas te laisser mourir, mais tu n'es pas vraiment de la famille. Daniel endura cela pendant 6 ans, parce qu'il n'avait pas le choix, et parce qu'il se souvenait des dernières paroles de sa mère. Sois bon. Ne vole pas. Ne mens pas. Il fut bon. Il travailla dur. Il ne vola jamais, même quand l'argent était laissé sans surveillance dans la caisse. Il ne mentit jamais, même quand la vérité lui valait des coups. Mais pendant tout ce temps, il gardait la moitié de croix en bois cachée dans sa poche, et pensait à Grèce chaque jour. Le jour de ses 16 ans, un jour que personne dans la maison Nozu ne remarqua, Daniel prit une décision. Il avait économisé de petites sommes au fil des années grâce au pourboire des clients. De l'argent que Monsieur Nozu ignorait. Presque 15 000 néras, cachés dans la réserve. Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, Daniel rassembla ses rares biens. 2 chemises, un pantalon, la croix en bois, un petit cahier dans lequel il s'enseignait lui-même les mathématiques et l'anglais à partir de vieux manuels laissés par des clients, et ses économies. Il écrivit un seul mot. Merci de m'avoir accueilli. Je vais faire quelque chose de ma vie. Puis il partit. À 16 ans, Daniel Okafor devint de nouveau sans-abri. Mais cette fois par choix. Cette fois avec un but. Il se dirigea vers Lagos, la ville des opportunités, l'endroit où tout le monde disait qu'on pouvait devenir quelqu'un si on était intelligent, chanceux et prêt à travailler plus dur que tous les autres. Lagos le broya pendant les 3 premiers mois. Il dormit au marché d'Oshodi, un cauchemar de voleurs, d'arnaqueurs et de area boys qui s'attaquaient aux nouveaux arrivants. Il fut volé 2 fois, battu une fois pour être entré dans le mauvais quartier la nuit. Il survécut avec un seul repas par jour, généralement du gari et des arachides. Mais Lagos lui apprit aussi ce qu'Onitsha ne pouvait pas lui apprendre. Comment se débrouiller? Comment lire les gens? Comment trouver des opportunités dans le chaos? Il obtint un travail à laver des voitures devant un hôtel à Victoria Island. Il gagnait 200 néras par jour quand il avait de la chance. Il dormait la nuit dans le parking de l'hôtel. Les agents de sécurité le toléraient parce qu'il était calme, respectueux, et partageait parfois sa nourriture avec eux. Un matin, il lavait un Range Rover de luxe quand le propriétaire libanais sortit et l'observa travailler. Daniel lavait les voitures comme il faisait tout. Sérieusement, soigneusement, avec attention aux détails. L'homme parla en anglais avec accent. « Tu travailles bien. »« Merci, monsieur. »« Comment tu t'appelles ?»« Daniel, monsieur. »« Daniel Okafor. »« Tu vis où ?» Daniel hésita, puis dit la vérité. « Ici, monsieur. »« Dans le garage. » L'homme, monsieur Khalil, l'observa longuement. « Quel âge as-tu ?»« 16 ans, monsieur. »« Tu vas à l'école ?»« Non, monsieur.
Mais j'étudie seul quand j'ai le temps. Monsieur Khalil prit une décision qui allait changer la vie de Daniel. Viens travailler chez moi comme garçon de maison. Mais un vrai poste. Travail propre. Bonne nourriture. Petit salaire. Si tu travailles dur et restes honnête, je t'aiderai. Daniel était assez intelligent pour comprendre que c'était peut-être sa seule chance. Je travaillerai dur, monsieur. Je le promets. Et il tint parole. Pendant les 3 années suivantes, Daniel travailla dans la maison de monsieur Khalil. Ménage, courses, organisation. Il apprit comment vivaient les riches, mais surtout, il apprit de monsieur Khalil lui-même. Monsieur Khalil était commerçant. Il importait des marchandises de Chine et de Dubaï, les revendait au Nigeria avec marge. Il observa Daniel de près pendant les premiers mois, le testant. Il laissait de l'argent traîner, créer des situations où voler aurait été facile. Daniel ne volait jamais, ne mentait jamais, n'échouait jamais dans une tâche. Après 6 mois, monsieur Khalil le convoqua dans son bureau. Daniel, je vois que tu es différent. La plupart des jeunes garçons volent, mentent, gaspillent les opportunités. Toi, non. Pourquoi? Daniel lui raconta toute son histoire. La mort de sa mère, comment Grèce lui avait sauvé la vie, la cruauté de monsieur Nozu, la promesse qu'il s'était faite de devenir quelqu'un. Lorsqu'il eut terminé, monsieur Khalil resta silencieux un long moment. Puis il dit. Cette fille, Grèce, elle t'a donné à manger alors que sa propre famille avait faim? Oui, monsieur. Et tu as promis de la retrouver un jour? Oui, monsieur. C'est une grande promesse pour un garçon. Je sais, monsieur, mais je la tiendrai. Monsieur Khalil sourit. Alors je vais t'aider à la tenir. Je vais t'envoyer à l'école. Daniel crut avoir mal entendu. Monsieur? Tu as du caractère. Et c'est rare. Le caractère plus l'éducation, ça donne le succès. Je vais financer tes études secondaires supérieures. Tu continueras à travailler pour moi à temps partiel, mais tu étudieras. Si tu réussis bien, je financerai aussi l'université. Daniel se mit à pleurer sur le champ dans le bureau de monsieur Khalil. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Remercie-moi en réussissant. Remercie-moi en devenant l'homme que cette fille croyait que tu pouvais être. À 19 ans, Daniel entra en SS1 dans un lycée de Lagos. Plus âgé que ses camarades de classe, mais animé d'un feu intérieur. Il étudiait comme un homme affamé mange, avec désespoir, avec avidité, sachant que c'était sa seule chance. 3 ans plus tard, il obtint son diplôme avec des distinctions dans les 9 matières du WAEC. Premier de sa classe. Monsieur Khalil tint sa promesse et finança ses études universitaires à l'université de Lagos, en informatique. À l'université, Daniel découvrit quelque chose, il était brillant en technologie. Il codait comme s'il était né pour ça. Il comprenait intuitivement les algorithmes et l'architecture des systèmes. Il passait des nuits entières dans les salles informatiques à créer des programmes, corriger des bugs, développer des solutions. En 2e année, il créa une application mobile simple pour aider les femmes du marché à suivre leur stock et leurs ventes. Basique, imparfaite, mais fonctionnelle. Il la testa au marché d'Idi Araba, l'améliora, la perfectionna. Un professeur de l'université remarqua son travail et invita Daniel à rejoindre un hub d'innovation technologique sur le campus. C'est là que Daniel rencontra Victor Chukwu, un étudiant en commerce avec de grands rêves et beaucoup d'énergie, mais sans compétences techniques. Ils devinrent partenaires. Victor gérait le développement commercial, Daniel la technologie. Ensemble, ils identifièrent un vide sur le marché nigérian. Les services de monnaie mobile pour les personnes trop pauvres pour avoir un compte bancaire, les non bancarisés. Exactement les gens que Daniel avait été autrefois. Ils développèrent Water, une plateforme permettant à toute personne possédant un téléphone mobile bon marché d'envoyer et de recevoir de l'argent, payer des factures et épargner de petites sommes. Aucun compte bancaire requis, seulement un numéro de téléphone. La première version était terrible. Elle plantait sans cesse, avait des failles de sécurité, et les utilisateurs se plaignaient. Mais Daniel se souvenait de Grèce, des gens de Trans-Amadi qui n'avaient rien. Il se souvenait de ce que ça faisait d'être exclu de tout parce qu'on est pauvre. Il améliora la plateforme de manière obsessionnelle, la rendant plus simple, plus sûre, plus accessible. Water fut officiellement lancé en 2018. Daniel avait 26 ans. En 6 mois, ils atteignirent 10 000 utilisateurs. En 1 an, 100 000. En 2 ans, 2 millions.
Les investisseurs affluèrent, MTN Digital, des fonds de capital risque, des banques qui avaient autrefois rejeté Daniel parce qu'il paraissait trop pauvre et trop jeune. En 2022, Waterata comptait 15 millions d'utilisateurs à travers le Nigeria. Daniel était PDG, avec une valeur estimée à 89 millions de naira sur le papier. Il était devenu quelqu'un. Mais chaque nuit, il tenait toujours une moitié de croix en bois et pensait à une fille qui lui avait donné de l'eau alors qu'elle n'en avait aucune à donner. Il était devenu quelqu'un. Maintenant, il devait la retrouver. La recherche commença sérieusement en 2019, lorsque Daniel gagna pour la première fois beaucoup d'argent. Il engagea une agence d'enquête privée à Port-Harcourt et leur donna tout ce dont il se souvenait. Graisseux, quartier de Trans-Amadi, une grand-mère appelée Maman Keshi, scolarisée en primaire vers 2002, famille pauvre, parents cumulant plusieurs emplois. 3 mois plus tard, les enquêteurs revinrent. Monsieur, nous avons retrouvé la famille dans un immeuble de Trans-Amadi, mais ils ont déménagé en 2008. Le propriétaire dit qu'ils sont partis en laissant des loyers impayés. Aucune adresse de transfert. Nous avons vérifié les écoles. Il y avait 3 graisseux dans les écoles de Trans-Amadi à cette période. Nous ne pouvons pas déterminer laquelle est la vôtre. Trouvez-les toutes. Ils retrouvèrent 2 graisseux. L'une s'était mariée et avait déménagé à Calabar. L'autre était décédée en 2015 des suites de complications liées à l'accouchement. Aucune des 2 n'était sa graisse. Il le sut immédiatement en voyant leurs photos et leurs dossiers. La 3e resta un fantôme. Daniel essaya d'autres méthodes, engagea d'autres enquêteurs. Tous se heurtèrent aux mêmes obstacles. Un nom trop commun, trop d'années écoulées, trop peu de documents dans les quartiers pauvres du Nigeria où les gens allaient et venaient comme l'eau. Il tenta la radio, acheta du temps d'antenne sur toutes les stations de Port-Harcourt. Des annonces furent diffusées. Nous recherchons Graisseux, qui fréquentait une école primaire à Trans-Amadi vers 2002. Elle a aidé un enfant des rues au point d'eau de Trans-Amadi. Si vous êtes cette Graisse ou si vous la connaissez, veuillez nous contacter. Des milliers d'appels arrivèrent. Des centaines de personnes prétendirent être Graisse ou la connaître. Toutes de fausses pistes, opportunistes ou erreurs sincères. Il passa par les églises, la communion anglicane où Maman Keshi aurait pu prier, les paroisses catholiques, les églises pentecôtistes. Il demanda aux pasteurs de faire des annonces, de vérifier leurs registres, de se renseigner. Quelques pistes apparurent. Je connais une graisseux, mais elle a 50 ans. Je connais cette famille, mais elle est retournée au village à Enugu. Cette fille est morte, désolé. Toujours proche, jamais tout à fait juste. Il essaya même les mosquées, au cas où la famille se serait convertie ou que ses souvenirs soient incomplets. Rien. Les réseaux sociaux devinrent son nouveau champ de bataille. Groupe Facebook, étudiant de l'Uniport au cas où elle aurait fréquenté l'université de l'État de Rivers, groupe d'habitants passés et présents de Trans-Amadi, page de nostalgie de Port-Harcourt. Il publiait l'histoire, toujours avec prudence, toujours avec espoir. Des milliers de partages, de likes, de commentaires, mais aucune graisse. Il commença à financer des projets de développement communautaire à Trans-Amadi et dans les environs. Pas seulement pour retrouver Graisse, mais parce que c'est ce qu'elle aurait fait. Des points d'eau, il en construisit 3, des rénovations d'écoles, des campagnes médicales, des centres de formation professionnelle. Il assistait personnellement au lancement de chaque projet, scrutant chaque visage avec désespoir. Son partenaire Victor observait tout cela avec une inquiétude grandissante. « Mon frère, tu es trop obsédé. Ça fait 6 ans que tu cherches. Peut-être qu'elle n'est plus au Nigeria. Peut-être qu'elle est mariée. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu la retrouves. Je la trouverai. Et si tu ne la trouves pas? Vas-tu gâcher toute ta vie à chercher un fantôme? » Daniel n'avait pas de bonne réponse. Peut-être que Victor avait raison. Peut-être que Graisse était passée à autre chose. Peut-être qu'elle avait oublié. Peut-être que cette promesse n'existait plus que pour lui. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas quand chaque succès venait du fait qu'elle l'avait maintenu en vie. Pas quand chaque naira gagné était possible parce qu'elle lui avait donné de l'espoir. Pas quand une demi-croix en bois reposait dans le tiroir de son bureau, attendant d'être réunie à sa moitié manquante. Ce soir-là avait lieu une nouvelle campagne médicale, une nouvelle tentative de créer un espace où Graisse pourrait apparaître. Daniel en avait financé des dizaines en 6 ans. Soins médicaux gratuits pour les communautés pauvres, cliniques dentaires, dépistage visuel, vaccination, toujours dans l'espoir, toujours dans l'attente.
Alors qu'il conduisait vers le centre communautaire de Rumokuta ce soir-là, Daniel repensa aux paroles de Victor. Était-il en train de gaspiller sa vie à courir après un fantôme? Puis il toucha la croix en bois dans sa poche, sentit les bords rugueux là où elle avait été brisée en deux, 23 ans plus tôt. Il se souvint du visage de Grace lorsqu'elle lui avait tendu la moitié en disant « Comme ça, tu te souviendras? Comme ça, tu sauras que quelqu'un t'a aimé. » Il ne poursuivait pas un fantôme. Il honorait une dette. Il y avait une différence. Même si cela devait lui prendre le reste de sa vie, même s'il ne la retrouvait jamais, cette promesse valait la peine d'être tenue. Le centre communautaire de Rumokuta était déjà bondé lorsque Daniel arriva à 18h15. La campagne médicale avait commencé à 18h précises, et la nouvelle de soins gratuits se propage vite dans les quartiers pauvres. Le centre était un simple bâtiment en béton peint en jaune, avec un toit en tôle rouillée, des chaises en plastique alignées en rangées, des affiches au mur sur la prévention du VIH, les calendriers de vaccination et la santé reproductive. L'air sentait le désinfectant, la sueur et ce mélange d'espoir désespéré qui n'est quand des personnes incapables de payer des soins médicaux y ont soudain accès gratuitement. L'équipe de Daniel avait installé plusieurs postes, prise de tension, test de la vue, contrôle dentaire, consultation médicale générale, médicaments gratuits. 10 médecins et infirmiers donnaient bénévolement de leur temps, car Waterata finançait ces actions généreusement et régulièrement. Daniel se tenait à l'écart, observant. Toujours observant. Scrutant les visages, à la recherche de quelqu'un qui pourrait être Grace. Elle aurait 32 ans maintenant, le même âge que lui. Peut-être mariée, peut-être avec des enfants, mais peut-être encore à Port-Harcourt, peut-être encore dans ces quartiers où vivent les plus pauvres, peut-être toujours en train d'aider les autres comme elle l'avait aidé lui. Il avait fait cela 50 fois en 6 ans. Se tenir lors de campagnes médicales, de distribution alimentaire, de lancement de formations professionnelles, chercher des visages, ne rien trouver. Pourtant, ce soir-là semblait différent. Une intuition lui chatouillait l'arrière de l'esprit, la même intuition qui l'avait rendu performant en affaires, cette capacité à sentir quand quelque chose était sur le point de basculer. Ou peut-être était-il simplement fatigué d'espérer et de donner un sens là où il n'y en avait pas. Une femme s'approcha de lui, membre du personnel du centre communautaire, portant un badge indiquant Ruth, coordinatrice des services sociaux. Monsieur Okafor, merci de parrainer cette campagne. Vous sauvez des vies ce soir. C'est un plaisir. Combien de personnes sont déjà passées? Presque 200, et d'autres arrivent encore. Ruth sourit. La plupart de ces personnes n'ont pas vu de médecin depuis des années. Certaines, jamais. Ce que vous faites compte vraiment. Daniel hocha la tête. C'était aussi pour cela qu'il le faisait, au-delà de la recherche de Grace. Parce qu'il se souvenait de ce que cela signifiait d'être trop pauvre pour accéder à des soins de santé de base. Parce qu'il se souvenait d'avoir été de l'autre côté de cette équation. D'où vous est venue l'idée de ces campagnes? Demanda Ruth d'un ton détendu. Quelqu'un m'a aidé quand j'étais jeune, quand j'étais pauvre et mourant. Je fais ça pour honorer sa mémoire. Elle devait être une femme spéciale. Elle l'est. Très spéciale. Ruth allait ajouter quelque chose lorsqu'une agitation éclata à l'entrée. Un groupe de jeunes venait d'arriver, une quinzaine environ, âgés de 16 à un peu plus de 20 ans. Certains semblaient nerveux, d'autres défiants, d'autres encore abattus. À leur tête se trouvait une autre femme, vêtue d'une robe bleu foncé, les cheveux naturels coupés courts, portant des chaussures pratiques et tenant un grand dossier. Elle parlait au groupe avec une autorité calme, vérifiant des noms sur sa liste, donnant des instructions. Veuillez former une seule file. On vous appellera un par un. Si vous avez un problème médical dont vous avez peur de parler, vous pouvez l'écrire et le donner au médecin. Personne ne vous jugera. C'est un espace sûr. Le visage de Ruth s'illumina. Oh, Grace a amené ses jeunes. Le corps entier de Daniel se figea. Grace. Oui, Graceaise. C'est une travailleuse sociale qui s'occupe des jeunes sans-abri. Elle les amène à toutes les campagnes médicales. L'une de nos meilleures partenaires. Le monde bascula. Daniel n'arrivait plus à respirer, ni à bouger, ni à penser. Graceaise. Travailleuse sociale. Jeune sans-abri. Ce n'était pas possible. Après 6 ans de recherche, après des dizaines d'événements comme celui-ci, après avoir presque perdu espoir, se pouvait-il que ce soit cette Grace-là? D'où vient-elle? De quel quartier de Port-Harcourt?
réussit à demander Daniel. Ruth parut surprise par l'intensité de la question. Elle a grandi à Transamadi, je crois. Pourquoi? Daniel se mit à marcher vers la femme avant même d'avoir consciemment décidé de bouger. Son corps fonctionnait en pilote automatique, attiré par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. En s'approchant, il distingua mieux son visage. Elle était belle d'une beauté naturelle, sans artifice. Pas de maquillage, pas de bijoux, à part un petit pendentif en croix de bois suspendu à une chaîne autour de son cou. Des vêtements simples. Tout en elle disait « Je suis ici pour travailler, pas pour impressionner ». Elle parlait à l'une de ces jeunes, une adolescente à l'air effrayé. « Sharon, personne ne te forcera à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Mais si tu caches une infection, ça peut te tuer. S'il te plaît, laisse-les vérifier. Pour moi. » Le ton de sa voix, la douceur de son geste lorsqu'elle posa la main sur l'épaule de la jeune fille, son engagement absolu à protéger quelqu'un de vulnérable. Daniel cessa de respirer. Cette voix. Ce ton précis de douce insistance. Il l'avait déjà entendu, 23 ans plus tôt. Bois lentement. Si tu bois trop vite, tu vas vomir. La femme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Le temps s'arrêta. Daniel la fixa. Elle le fixa à son tour. Aucun des deux ne bougea. Aucun ne respira. Ils étaient figés dans une reconnaissance mutuelle qu'ils n'arrivaient pas à croire. Puis le regard de Grace descendit vers la main de Daniel. Sans s'en rendre compte, il avait sorti la croix en bois de sa poche et la tenait dans sa main. La main de Grace se porta à son cou. Elle tira son pendentif or du col de sa robe, une demi-croix en bois, suspendue à une simple chaîne, l'autre moitié de celle de Daniel. Grace laissa échapper un son entre le sanglot et le souffle coupé. Le dossier tomba de ses mains, les papiers se dispersèrent partout. Daniel franchit la distance qui les séparait en 4 grandes enjambées. Grace. Sa voix sortit brisée, incertaine, terrifiée à l'idée de se tromper. La main de Grace était toujours sur son pendentif. Des larmes coulaient déjà sur son visage. Daniel hoqua fort. Tu te souviens de mon nom? Je me souviens de tout. Le centre communautaire autour d'eux disparut. Les 200 personnes s'effacèrent. 23 années s'effondrèrent en un seul instant. Je t'ai cherché, dit Daniel. Pendant 6 ans. J'ai cherché partout. Annonce à la radio, église, détective privé. J'ai même acheté des immeubles à Transamadi en espérant te voir. Moi aussi je te cherchais, murmura Grace. Après que ton oncle t'a emmené, j'ai essayé de te retrouver. J'ai demandé partout, mais personne ne savait rien. Tu avais juste disparu. Monsieur Nwosu est parti à Onitsha. Je suis resté là des années avant de m'enfuir. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Ils restèrent là, tous les deux en larmes, tenant chacun leur moitié de la croix en bois, submergés par l'impossible, par le miracle, par des prières exaucées. Ruth s'approcha prudemment. Vous vous connaissez? Ils l'ignorèrent. Daniel leva sa moitié de la croix. Grace leva la sienne. Il rapprocha sa pièce de la sienne. Les lignes de rupture s'emboîtèrent parfaitement. Après 23 ans de séparation, les deux moitiés s'assemblaient encore sans la moindre difficulté. Tu l'as gardé, souffla Grace. Tout ce temps. Je l'ai porté chaque jour pendant 23 ans. C'est ce que j'ai de plus précieux. Moi aussi. Grace toucha sa moitié avec des doigts tremblants. Je me suis promis que si je te revoyais un jour, la première chose que je ferais serait de remettre cette croix entière. J'ai fait la même promesse. Autour d'eux, les gens commencèrent à remarquer. Les conversations s'arrêtaient, les têtes se tournaient, l'atmosphère changeait. Tout le monde sentait qu'il se passait quelque chose d'important. L'un des jeunes de Grace, un adolescent nommé Samuel, demanda. « Miss Grace, est-ce que ça va ?» Grace n'arrivait pas à arrêter de pleurer pour répondre. Daniel répondit à sa place. « Elle va bien. Nous nous retrouvons après très longtemps. » Le garçon les regarda, perplexe. « Combien de temps ?»« 23 ans. » Des exclamations parcoururent la foule. Quelqu'un sortit son téléphone et commença à filmer. Daniel s'en moquait. Il prit les deux moitiés de la croix en bois et les pressa ensemble dans sa paume. Grace recouvrit sa main des deux siennes. « Je suis devenu quelqu'un, comme je te l'avais promis, » dit Daniel. « J'ai de l'argent maintenant. J'ai créé une entreprise. Mais tout ça ne comptait pas si je ne te retrouvais pas.
Tu m'as trouvé. Enfin. Tu es vraiment revenu. Je te l'avais promis. Ce jour-là, quand monsieur Nwosu m'a emmené, j'ai promis que je deviendrais quelqu'un, puis que je te retrouverais et que je t'épouserais. Grace rit et pleura en même temps. Nous étions des enfants ce jour-là. 10 et 9 ans. Je sais. Mais je le pensais vraiment. Et je le pense encore. Ruth pleurait ouvertement maintenant, comprenant qu'elle assistait à quelque chose de magnifique. Elle fit signe au personnel médical. Continuez les consultations, s'il vous plaît. Ces deux-là ont besoin de temps. Quelqu'un trouva un bureau vide à l'arrière du centre communautaire. Daniel et Grace s'y rendirent, suivis par des regards curieux et des murmures, et au moins 5 personnes qui enregistraient avec leur téléphone. Lorsque la porte se referma derrière eux, leur offrant un peu d'intimité, la réalité du moment les frappa tous les deux comme un choc physique. Grace, dit Daniel son nom comme une prière. C'est vraiment toi après tout ce temps. C'est vraiment moi. Elle toucha doucement son visage, comme pour confirmer qu'il était réel. Tu as grandi, tu t'es épanoui, tu es devenu un bel homme. Et toi, tu es devenue une belle femme. Ils s'assirent sur un petit canapé du bureau, face à face, incapables de détourner le regard. Raconte-moi tout, dit Daniel. Toutes ces années, tout ce qui s'est passé. Grace inspira profondément pour se ressaisir. Après ton départ, j'ai essayé de te retrouver. J'ai demandé à tout le monde s'il savait quelque chose sur le garçon du point d'eau. Personne ne savait. J'avais noté ton adresse, mais quand je suis revenu des années plus tard, ta famille avait déménagé. En 2008, nous avons quitté cet endroit. Le propriétaire nous harcelait pour le loyer. Nous avons déménagé à Rumokuta. Elle sourit tristement. Si j'avais su que tu me cherchais, je serais resté. Mais je pensais que tu avais oublié et que tu ne reviendrais jamais. Je n'ai jamais oublié. Pas un seul jour. Moi non plus. Chaque matin en me réveillant, je pense à toi. Je me demande si tu as survécu, si tu as réussi, si tu te souviens. Je me souviens de tout, Grace. Chaque conversation, chaque livre que tu m'as apporté, le jour où tu m'as donné ta veste, le jour où ta grand-mère m'a soigné de la malaria. Elle est morte, tu sais, en 2015. Mais avant de mourir, elle a demandé de toi. Elle a dit, ce garçon que nous avons aidé. Je me demande s'il a survécu. Je lui ai dit, je crois qu'il a survécu. Que Dieu avait un plan pour lui. Elle m'a sauvé la vie, m'a donné des médicaments alors qu'elle en avait besoin elle-même. Je sais. Ils restèrent assis, alourdis par le poids de leur histoire commune. Toutes ces années de séparation, tous ces souvenirs maintenus vivants par la simple détermination à ne pas oublier. Daniel sortit son téléphone et montra des photos à Grace. Voici mon entreprise. Nous faisons de la mobile money pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire. 15 millions de personnes au Nigeria l'utilisent maintenant. Grace fit défiler les images, les yeux grands ouverts. Daniel, tu as construit tout ça? Je l'ai construit en pensant à toi, à des gens comme toi, à ce que nous étions autrefois. Des pauvres que le système financier ignore. C'est énorme. Daniel fit défiler des photos de ses projets communautaires. Les points d'eau, les écoles, les cliniques médicales, tous dans la région de Transamadi, parce que je savais que si tu étais encore à Port Harcourt, tu serais là à aider les gens. La main de Grace se porta à sa bouche. Tu as fait tout ça pour me retrouver? Je l'ai fait parce que tu m'as appris qu'avec des ressources, il faut les partager. Tu m'as appris que les pauvres sont des êtres humains qui méritent la dignité. Tout ce que je fais, je me demande, Grace approuverait-elle? Cela honore-t-il ce qu'elle m'a enseigné? De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Grace. Je t'ai juste donné de l'eau et de la nourriture, Daniel. Je ne t'ai pas appris toutes ces grandes choses. C'est toi qui m'as appris tout ce qui compte. Daniel prit ses mains dans les siennes. Tu m'as appris que je valais la peine d'être sauvé. C'est la leçon la plus importante. Et tu as vraiment tenu ta promesse. Je suis devenu quelqu'un parce que tu m'as fait croire que je pouvais l'être. Grace lui montra ses propres photos. Le programme pour jeunes sans-abri qu'elle dirigeait, les adolescents qu'elle encadrait, qui avaient quitté la protection de l'État sans avoir nulle part où aller. Le petit appartement qu'elle avait réussi à louer l'année précédente après 10 ans d'économie. C'est la première fois que j'ai mon propre chez moi. Je ne suis pas riche comme toi, dit-elle doucement. Je gagne un petit salaire, juste assez pour survivre, mais j'aide des jeunes que personne ne veut aider. Tu fais encore la même chose que tu as faite pour moi,
parce que tu m'as montré que ça avait de l'importance. Qu'une personne peut changer la vie d'une autre. Grace, je veux te donner quelque chose. Daniel, tu n'as pas besoin. Écoute-moi. Il sortit un dossier de sa mallette. Il y a une fondation que je veux créer pour les jeunes qui quittent la protection de l'État. Un soutien complet, logement, éducation, formation professionnelle, conseil, tout. Il ouvrit le dossier et lui montra les plans détaillés. Mais la fondation a besoin d'une directrice, quelqu'un qui comprend ces jeunes, quelqu'un d'expérimenté, avec du cœur, avec de la sagesse. Il la regarda directement. Quelqu'un comme toi. Grace fixa les documents. Tu veux me donner un travail? Je veux t'offrir un partenariat. Ce n'est pas de la charité. C'est un vrai travail. Poste professionnel. Salaire de 8 millions de Naira par an, tous les avantages sociaux, personnel sous ta responsabilité, contrôle complet sur la conception des programmes. Daniel. Ce genre d'argent correspond au salaire de marché d'un directeur exécutif d'une grande fondation. Et tu peux le faire mieux que quiconque que je pourrais embaucher. Et nous alors? Si je prends ce poste et que nos relations personnelles ne fonctionnent pas, le travail est totalement séparé. Il y a un contrat, des protections légales. Que nous finissions ensemble ou non, tu auras toujours ce poste si tu es qualifié. Et tu le es. Grace regarda le dossier, puis Daniel, puis sa moitié de la croix en bois. Tu penses vraiment que je peux le faire? Je sais que tu peux. Je t'ai observé avec ces jeunes. La façon dont tu prends soin d'eux, dont tu te bats pour eux. Grace, tu fais déjà ce travail. Je veux juste te donner les moyens de le faire à plus grande échelle. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, j'ai des conditions. Dis-moi. Je veux embaucher du personnel issu des communautés que nous servons. Je veux des conseils consultatifs incluant d'anciens jeunes placés. Je veux m'assurer que ça ne devienne pas un programme où les riches font des choses justes pour se sentir bien. D'accord. Tout. Tu concevras le programme. Je fournirai le financement et le soutien commercial. Et je veux travailler un jour par semaine avec mes jeunes actuels pour ne pas oublier d'où je viens. Nous l'écrirons dans ton contrat. Grace le regarda avec admiration. Tu es vraiment sérieux. Absolument sérieux. Changeons des vies ensemble. Honorons ce que nous avons appris l'un de l'autre. Elle tendit sa main formellement. Alors c'est un accord. Ils se serrèrent la main. Professionnel. Puis Daniel la prit dans ses bras. Personnel. Profond. 23 ans de séparation concentrés en une étreinte. Quand ils se détachèrent, tous deux pleuraient encore. J'ai une dernière question, dit Daniel doucement. Es-tu marié? As-tu un petit ami? Je dois savoir avant de dire ce que j'ai dans le cœur. Non, je ne suis pas marié. J'ai fréquenté quelques personnes, mais rien de sérieux. Je les ai toujours comparés à un garçon de la rue qui m'avait promis de m'épouser quand il deviendrait quelqu'un. Et je ne me suis jamais marié parce que j'attendais une fille qui m'avait sauvé la vie il y a 23 ans. Daniel prit ses deux mains. Grace, je ne te demanderai pas de m'épouser ce soir. Ce serait de la folie. Nous venons juste de nous retrouver. Nous avons besoin de temps. D'accord. Mais laisse-moi te poser autre chose. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi te montrer que je suis toujours ce garçon que tu as sauvé. Laisse-moi prouver que je suis devenu un homme qui mérite ton temps. Tu l'as déjà prouvé, Daniel. Le travail que tu fais, la personne que tu es devenue. Mais oui, je te donne une chance. Ils se levèrent ensemble, conscients que 200 personnes les attendaient dehors, que des téléphones enregistraient, que ce moment se répandait déjà sur les réseaux sociaux de Port-Harcourt. Avant d'ouvrir la porte, Daniel pressa une dernière fois les deux moitiés de la croix en bois. Quand nous serons prêts, que ce soit la semaine prochaine, l'année prochaine ou plus tard, je veux remettre cette croix ensemble définitivement. Je veux la fixer pour qu'elle ne se sépare plus. C'est un pacte? C'est un pacte. Grace embrassa les morceaux de la croix réunis. Alors j'attends ce jour. Ils retournèrent main dans la main dans le centre communautaire. La salle entière éclata en applaudissements. Et pour la première fois en 23 ans, la promesse se sentait complète, pas seulement terminée. Ils avaient encore du travail à faire, une relation à construire, des fondations à établir, mais complète, entière, réelle. Le gardien de l'eau et le garçon qu'elle avait sauvé s'étaient retrouvés. Maintenant, ils allaient construire quelque chose de beau ensemble. La vidéo devint virale en 12 heures. Quelqu'un avait filmé leur retrouvaille.
Daniel et Grace, tenant les pièces correspondantes de la croix, tous deux en larmes, tous deux bouleversés. La vidéo était tremblante, le son mauvais, mais l'émotion était indéniable. Elle se répandit d'abord dans les groupes WhatsApp, puis sur Twitter, Facebook et Instagram. La légende qui accompagnait la vidéo disait « Le PDG retrouve la femme qu'il a sauvée il y a 23 ans. Elle travaille toujours avec des jeunes sans-abri. Cette histoire touche votre âme. » Au matin, la vidéo avait déjà 2 millions de vues. Le soir venu, 5 millions. Les médias s'en emparèrent. Channel TV fit un reportage. Le journal Guardian envoya des journalistes. CNN Afrique contacta l'équipe de relations publiques de Daniel. L'histoire que les gens voulaient entendre était simple. Une fille pauvre nourrit un garçon mourant. Le garçon devient riche. Le garçon retrouve la fille. Le garçon rend service. Mais la vraie histoire était plus complexe et plus belle. Deux personnes qui avaient toutes deux gardé foi en le meilleur d'elles-mêmes, qui avaient choisi d'aider les autres même quand cela leur coûtait, qui avaient cru que les promesses comptaient et que la bonté d'une personne pouvait rayonner pour toujours. 3 semaines après leur retrouvaille, Daniel et Grace étaient assis dans un petit café d'Olgray, pour leur 5e rendez-vous officiel. Ils se rencontraient régulièrement, parfois pour planifier la fondation, parfois juste pour parler, parfois pour combler les lacunes de 23 années. Daniel avait appris que Grace avait étudié le travail social à l'université de River State, financée par des bourses et les efforts épuisants de ses parents, qu'elle avait été fiancée une fois à 26 ans mais avait rompu 2 semaines avant le mariage car son fiancé voulait qu'elle quitte son travail avec des jeunes des rues pour se concentrer sur son rôle de femme. Je lui ai dit que les enfants ne sont pas des rats. Ce sont des êtres humains à qui la vie a mal joué. Il m'a dit que j'étais trop émotive, que je devais grandir et affronter la réalité. Grace sourit sans humour. J'ai rompu ce fiançailles le jour même. Bien. Il ne te méritait pas. Je pense aussi. Mais ma mère a été en colère pendant des années. Elle pensait que j'avais jeté un bon parti parce que j'étais trop têtu. Tu as rejeté un homme égoïste parce que tu connais ta valeur. Grace avait appris que Daniel avait eu 2 relations sérieuses. Une à l'université, avec une fille qu'il aimait jusqu'au jour où il lui expliqua qu'il cherchait encore quelqu'un de son passé. Elle l'avait trouvé obsédé et l'avait quitté à 29 ans. Une autre avec un banquier parfait en apparence jusqu'au moment où elle lui suggéra d'arrêter de gaspiller de l'argent pour aider les pauvres et d'investir plutôt dans des actifs. J'ai mis fin à cette relation ce jour-là, dit Daniel, parce que j'ai compris qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que Grace m'avait appris. Aider les gens n'est pas un gaspillage, c'est un investissement dans un futur invisible mais réel. Tu lui as parlé de moi? J'ai parlé de toi à tout le monde. La femme qui m'a sauvé la vie. La promesse que j'avais faite. Et ils ont pensé que tu étais folle. La plupart d'entre eux. Daniel sourit. Victor, mon partenaire d'affaires, m'a dit juste la semaine dernière qu'il était heureux que je t'ai enfin retrouvé. Il en avait assez de me voir traîner cette croix en bois comme par magie. Ils rirent. La fondation prenait rapidement forme. Daniel avait engagé 100 millions de Naira pour la première année, renouvelable chaque année. Ils avaient loué un bureau à Transamadi, pas à Olgray ou dans un quartier chic, mais dans les quartiers où vivaient les jeunes. Grace avait constitué une équipe, 4 travailleurs sociaux, 2 conseillers, un coordinateur pour l'insertion professionnelle, un spécialiste du logement. Tous étaient soit d'anciens jeunes placés eux-mêmes, soit des professionnels expérimentés du système. Le nom de la fondation fut choisi par Grace. Covenant House Initiative, la maison de l'Alliance, la croix en bois symbolisant la promesse sacrée entre celui qui aide et celui qui est aidé, entre le présent et le futur, entre ceux qui ont et ceux qui ont besoin. Leur première cohorte comptait 30 jeunes de 16 à 24 ans, tous sortant du système de placement ou déjà dans la rue, tous désespérés et convaincus que personne ne se souciait d'eux. Grace interviewa chacun personnellement, demanda leurs rêves, leurs peurs, le soutien dont ils avaient besoin, écouta vraiment, comme elle avait écouté le jeune Daniel de 10 ans au point d'eau 23 ans plus tôt. La fondation offrait logement dans des appartements rénovés appartenant à Daniel à travers Transamadi et Dobu, soutien éducatif, programme de GED, financement polytechnique, bourse universitaire, formation professionnelle, placement avec des entreprises partenaires offrant salaire juste et dignité, counseling en santé mentale, formation aux compétences de vie, ligne d'assistance 24 juillet. Mais le plus important était quelque chose de plus difficile à mesurer. La conviction que ces jeunes avaient de la valeur, que leur vie comptait, qu'ils méritaient un investissement. 2 mois après le lancement,
Daniel emmena Grèce au parc Isaac Boro à Hall Grey au coucher du soleil. Ils s'assirent sur un banc surplombant l'eau, les lumières de la raffinerie scintillant au loin, le bruit de la ville s'estompant dans le calme du soir. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Daniel. Il sortit son téléphone et lui montra une photo de ce même banc. Sur la photo, un Daniel de 18 ans était assis seul, mince, épuisé, tenant une moitié de croix en bois. J'ai pris cette photo le jour où j'ai fui Monsieur Nuzu. J'étais à nouveau sans abri. Pas de travail, pas d'argent. Tout semblait perdu. Il fit défiler vers la photo suivante, une carte de Port Harcourt avec des épingles rouges. Chaque soir, je venais ici. Je regardais la ville, tout le succès autour de moi, mais je ne pouvais pas le toucher. Et je tenais la croix en me promettant, je retrouverai Grèce. Je deviendrai quelqu'un qui la rendra fière. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. Les yeux de Grèce se remplirent de larmes. Daniel, chaque bâtiment que j'ai acheté à Transamadi, je l'ai fait en espérant que tu le verrais. Que tu reconnaîtrais un signe que tu saurais que je te cherchais. Je ne savais pas. Je n'ai rien vu. Je sais. Mais l'effort comptait, la recherche comptait. Tout ce que j'ai construit. Water, les projets communautaires, maintenant la fondation. Tout ça parce que tu as planté une graine dans mon cœur il y a 23 ans. Il sortit les morceaux de la croix en bois de sa poche. Les deux moitiés. Tu m'as donné cette croix pour que je me souvienne que quelqu'un m'aimait. Je veux te donner quelque chose pour que tu te souviennes que je t'aime en retour. Il sortit une petite boîte, l'ouvrit. À l'intérieur, une bague, simple anneau en or avec un petit rubis, rouge comme la poussière au point d'eau de Transamadi où ils s'étaient rencontrés. Gravé à l'intérieur, Covenant Keeper. La main de Grèce vola à sa bouche. Grèce, je ne peux pas te promettre une vie facile. Je voyage beaucoup pour le travail, je subis la pression des affaires, je lutte encore avec le traumatisme des années passées dans la rue. Je ne suis pas parfait. Moi non plus. J'ai beaucoup de problèmes d'enfance, je suis très têtu, je mets souvent les besoins des autres avant les miens. Je sais que c'est en partie pour ça que je t'aime. Daniel prit sa main. Mais je peux te promettre ceci, je te verrai chaque jour, comme tu m'as vu quand j'étais invisible. Je me battrai pour toi comme tu t'es battu pour moi quand je n'avais pas la force de me battre pour moi-même. Et je construirai un avenir avec toi. Un avenir qui honore tout ce que nous avons appris de la souffrance. Daniel Okafor, me demandes-tu de t'épouser? Je t'en supplie, épouse-moi. S'il te plaît, Grèce, remettons cette croix ensemble pour toujours. Construisons une vie ensemble. Montrons au monde ce qui se passe lorsque la bonté plante une graine dans une bonne terre. Grèce pleurait maintenant pleinement. Des larmes de bonheur, de gratitude, d'émerveillement et de prières exaucées. Oui. Oui, je t'épouserai. Je t'aime depuis que tu avais 10 ans. Je t'aimerai jusqu'à ma mort. Daniel glissa la bague à son doigt. Puis il sortit de sa poche de la colle à bois. Il était venu préparer. Avec soin et respect, il recolla les deux moitiés de la croix en bois. Alors qu'ils tenaient ensemble la croix réunie, Grèce dit. Tu sais ce que cela signifie? Nous ne pourrons jamais la séparer à nouveau. Je ne veux jamais me séparer. Plus jamais. Ils s'embrassèrent tandis que le soleil se couchait sur Port Harcourt, sur les criques, les rivières, les raffineries, les marchés, les quartiers riches et pauvres, tous mêlés dans cette réalité compliquée, belle et désordonnée. Deux personnes qui avaient commencé comme fillettes garçons et s'étaient transformées en partenaires, égaux, gardiens de l'alliance. La croix en bois, maintenant entière après 23 ans de séparation, reposait entre leurs mains. Une promesse tenue, un avenir qui commence. Le mariage fut petit et volontairement intime. 150 invités au centre communautaire de Transamadi, le même lieu où ils s'étaient retrouvés. Mais ils firent quelque chose d'inhabituel. Au lieu d'un lieu traditionnel, ils organisèrent la cérémonie au vieux point d'eau où Grèce avait donné pour la première fois de l'eau à Daniel. La communauté avait aidé à rénover l'endroit. Peinture neuve, fleurs plantées, bancs installés, une petite plaque indiquait « Là où la bonté a commencé, 2002, où l'alliance a été tenue, 2025 ». Grèce descendit l'allée, escortée par son père Emmanuel. Sa mère, patiente, pleurait au premier rang. Sa robe était simple mais magnifique. Elle avait insisté pour l'acheter chez une couturière locale de Transamadi plutôt que chez des créateurs chers de Lagos. Daniel était déjà en larmes à l'hôtel,
portant un simple costume noir et tenant la croix réunie dans sa poche. Le pasteur, le même qui avait aidé à faire connaître Grèce lors des recherches de Daniel, parla de l'alliance, de la fidélité et de la façon dont Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Lors des vœux, Grèce parla en premier. Daniel, il y a 23 ans, je t'ai donné de l'eau parce que j'avais appris que lorsque l'on voit quelqu'un mourir et que l'on peut aider, on doit aider. Je ne savais pas qu'un simple verre d'eau se transformerait en un fleuve qui irriguerait des milliers de vies. Sa voix se brisa d'émotion. Tu m'as appris que mon petit sacrifice était assez grand, que même pauvre, même avec presque rien, ce que nous donnons par amour se multiplie de façon que nous ne pouvons voir. Je te promets aujourd'hui que je continuerai à te voir, à croire en toi, à choisir la bonté même quand c'est difficile. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Daniel, à peine capable de parler à travers ses larmes. Grèce, tu m'as sauvé la vie, mais plus encore, tu m'as appris que j'étais digne d'être sauvé. Tu as regardé un enfant de la rue et vu un être humain. Tu as regardé un enfant mourant et vu un futur. Tout ce que je suis devenu, c'est parce que tu as planté une graine de foi dans mon cœur quand je n'avais rien. Il sortit la croix en bois maintenant recollée définitivement. Je te promets aujourd'hui d'honorer ton sacrifice en vivant à la hauteur. Je construirai avec toi. Je me battrai pour les 100 voix avec toi. Je choisirai l'alliance plutôt que la facilité, la fidélité plutôt que les raccourcis, la bonté plutôt que le profit. Et je t'aimerai de tout ce que je suis. Ils échangèrent des alliances en or simple, gravées Covenant Keeper, et scellèrent leurs promesses par un baiser. La réception eut lieu dans le même centre communautaire. Mais au lieu d'un traiteur coûteux, ils engagèrent des femmes du marché de Transamadi pour fournir la nourriture, donnant du travail et gardant l'argent dans la communauté. Au lieu d'un DJ jouant de la musique américaine, ils eurent des musiciens locaux. Au lieu de décorations élaborées, ils eurent des témoignages. 20 jeunes de la Covenant House Initiative se levèrent pour raconter comment la fondation avait changé leur vie. Samuel, 19 ans, maintenant propriétaire de son appartement et étudiant en soudure. Monsieur Daniel et Miss Grèce m'ont appris que je ne suis pas un fardeau, que je mérite qu'on investisse en moi. C'est la première fois que quelqu'un me le disait. Qui, 17 ans, échappé d'un foyer abusif, Miss Grèce ne m'a pas seulement donné un logement et des frais de scolarité. Elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a fait croire que mon histoire ne finirait pas dans l'abus. Marcus, 22 ans, sans abri pendant 4 ans avant la Covenant House, j'ai maintenant un emploi, je paie mon loyer. Mais le plus important, j'ai appris que je peux moi aussi aider les autres. J'ai financé l'école d'un jeune garçon parce que c'est ce que Monsieur Daniel et Miss Grèce m'ont appris. Histoire après histoire, vie après vie. 30 jeunes dans la première cohorte, 87% de réussite, logés, éduqués ou employés, bien au-dessus de la moyenne nationale de 42%. Mais les chiffres ne racontaient pas la vraie histoire. La vraie histoire se lisait dans la posture plus droite des jeunes, dans la façon dont ils regardaient les gens dans les yeux, dans la façon dont ils avaient appris que leur vie avait de la valeur. Après la réception, alors que Daniel et Grèce se préparaient à partir en lune de miel, une semaine dans le ranch de bétail de Abudu, Grèce n'ayant jamais voyagé hors de River State et Daniel voulant lui offrir ce cadeau, ils firent une dernière chose. Ils retournèrent seuls au point d'eau, le soir tombant sur Transamadi, les bruits du quartier s'élevant autour d'eux. Enfants jouant, mais rappelant leurs enfants pour le dîner, générateurs ronronnant alors que Népa tombait en panne encore une fois. Ils placèrent la croix en bois réunie dans une petite vitrine qu'ils avaient installée au point d'eau. Visible pour tous, protégée des intempéries. Un rappel, un témoignage. La plaque en dessous disait « La croix de l'Alliance, brisée en 2002 lorsque Grèce donna à Daniel Okafor une moitié en promesse de souvenir, réunie en 2025 lorsqu'ils se sont retrouvés. » Cette croix représente la promesse que la bonté tient. Que le sacrifice d'une personne peut transformer entièrement la vie d'une autre. Que ce que nous donnons par amour se multiplie de façon invisible mais réelle. Si tu as faim, soif, désespoir, si tu es invisible, sache ceci, tu comptes. Ta vie a de la valeur. Quelqu'un quelque part prie pour toi, te cherche, est prêt à t'aider. Si tu as des ressources, du temps, de la compassion, sache que ce que tu donnes aujourd'hui peut sauver une vie, planter une graine qui deviendra une forêt, déclencher une chaîne de bénédictions que tu ne verras jamais. Donne quand même, aide quand même, crois quand même. Voilà l'alliance. Grèce et Daniel se tenaient là, main dans la main, regardant la croix qui les avait accompagnés pendant 23 ans de séparation,
qui avait représenté l'espoir quand tout semblait perdu, qui avait maintenu une promesse vivante alors que toute logique disait que les promesses meurent. Tu crois que les gens comprendront? Demanda Grace doucement. Certains comprendront, d'autres non. Mais ceux qui ont besoin de comprendre, ceux qui meurent en ce moment d'un sentiment de désespoir, eux comprendront. Et ce sera suffisant. Daniel la rapprocha de lui. Si nous sauvons une vie, comme tu as sauvé la mienne, ce sera suffisant. Si nous plantons une seule graine, comme tu en as planté une dans mon cœur, ce sera suffisant. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous pouvons sauver quelqu'un. Ils s'embrassèrent une dernière fois au point d'eau où tout avait commencé. Puis ils s'éloignèrent ensemble, main dans la main, vers un avenir qu'ils allaient construire ensemble, un avenir consacré à multiplier la bonté qui avait sauvé la vie de Daniel et transformé leurs deux vies. Derrière eux, la croix en bois reposait dans sa vitrine, captant les derniers rayons du soleil. Entière de nouveau, complète. Une alliance tenue. La Covenant House Initiative opère désormais dans 12 villes nigérianes, Lagos, Abuja, Port Harcourt, Calabar, Ibadan, Kaduna, Enugu, Benin City, Jos, Calabar, Aeri, Wari. Elle a servi 1047 jeunes, avec un taux de réussite de 79%. Ceux qui accèdent avec succès à un logement stable, à l'éducation ou à un emploi. Mais encore une fois, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. La vraie histoire, c'est Marcus, qui dirige désormais son propre centre de formation à Dio, enseignant la menuiserie à d'autres jeunes sortants du système d'accueil. C'est Kioma, diplômée en travail social de l'université de Rivers State, qui travaille maintenant pour Covenant House comme conseillère, aidant des filles ayant vécu les mêmes traumatismes qu'elle. C'est Samuel, qui s'est marié l'année dernière et a nommé sa fille Grace Hope, parce que Miss Grace m'a donné de l'espoir quand je n'en avais pas. Ce sont des centaines de jeunes qui possèdent désormais leur moitié de croix, un symbole adopté par la Fondation. Chaque jeune qui termine le programme reçoit une moitié de croix en bois. L'autre moitié attend dans son dossier. Quand tu réussis, Grace leur dit à la remise des diplômes, quand tu deviens quelqu'un qui peut redonner, tu viens chercher ta seconde moitié, tu la réunis, puis tu plantes une graine pour quelqu'un d'autre. À ce jour, 247 diplômés sont revenus chercher leur seconde moitié. Beaucoup ont parrainé de nouveaux jeunes entrants dans le programme. Le cycle continue. Daniel et Grace Okafor ont maintenant 2 enfants, leur fille Hope, 3 ans, et leur fils Emmanuel, 1 an, nommé d'après le père de Grace, décédé il y a 2 ans après avoir vu les rêves de sa fille se réaliser. Ils vivent dans une maison modeste à Transamadi. Daniel a vendu l'ancien Pantouz GR il y a 3 ans, disant que cela lui semblait mal de vivre dans le luxe quand des gens souffraient à 4 rues de là. L'eau continue de se développer, 28 millions d'utilisateurs désormais. Mais Daniel s'est retiré des opérations quotidiennes, se concentrant davantage sur Covenant House et d'autres initiatives sociales. Grace dirige Covenant House à plein temps, voyageant entre les villes, formant le personnel, parlant lors de conférences, tout en tenant sa promesse de travailler un jour par semaine directement avec les jeunes, généralement le vendredi au centre original de Transamadi. Un vendredi soir, Grace était au point d'eau avec une nouvelle arrivée, une fille de 12 ans nommée Blessing, dont la mère venait de mourir et qui dormait au marché depuis 3 semaines. Blessing restait silencieuse, traumatisée, convaincue qu'elle mourrait seule. Grace s'assit à côté d'elle sur le banc près du point d'eau, lui donna à manger, à boire, la laissa pleurer. « Tu crois que je survivrai ?» demanda finalement Blessing. « Je sais que tu survivras. Comment le sais-tu ?» Grace montra la vitrine avec la croix en bois. « Tu vois cette croix ? » ?»« Oui, madame. Cette croix m'appartient ainsi qu'à mon mari. Il y a 23 ans, lorsqu'il était un petit garçon comme toi, âgé de 10 ans, mourant de faim, je lui ai donné une moitié pour qu'il se souvienne que quelqu'un se souciait de lui. » Elle raconta toute l'histoire, les 7 mois où elle avait nourri Daniel, la séparation, la recherche, la réunion. Blessing écoutait, les yeux écarquillés. « Et maintenant vous êtes mariés et vous êtes à l'aise. Et maintenant nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas vraiment riches. Nous sommes à l'aise. Mais plus important, nous utilisons ce que nous avons pour aider des gens comme toi. Pourquoi ?» Grace sourit. C'était la même question que Daniel lui avait posée il y a 23 ans. La même question qu'elle avait posée à sa maman et à Kshi. La même question qui résonnait à travers les générations de ceux qui aident et de ceux qui sont aidés. Parce que tu es un être humain. Tu es l'enfant de quelqu'un. Et si tu meurs ici et que je peux l'empêcher et que je ne le fais pas,
Que dirait cela de moi? Blessing resta silencieuse un instant. Tu crois vraiment que j'ai de l'importance? Je ne crois pas seulement. Je sais. Tu comptes tellement que je me battrai pour toi. Nous te trouverons un endroit où vivre. Nous t'aiderons à finir l'école. Nous veillerons à ce que tu aies la chance de devenir tout ce que tu es censé devenir. Et si je deviens quelqu'un, je dois aider les autres aussi. Voilà l'alliance. C'est ainsi que la bénédiction se propage. Blessing regarda la croix en bois dans sa vitrine. Je veux une croix comme ça. Quand tu seras grande, quand tu deviendras quelqu'un, alors nous veillerons à ce que tu en aies une. Marché conclu. Marché conclu. Ils se serrèrent la main. Aider et être aidé. Le cycle recommençait. Cette nuit-là, Grace rentra à la maison et trouva Daniel dans leur petit bureau en train de consulter les rapports de la fondation. Leur fille Hope dormait déjà. Leur fils Emmanuel s'agita dans son berceau. Grace le prit dans ses bras et le berça doucement. Les rapports, ça donne quoi? Bien. Mieux que prévu. Nous pourrons étendre à 3 autres villes l'année prochaine si le financement tient. Remercions toujours Dieu. Daniel se leva, entourant Grace et leur fils de ses bras. La croix en bois, désormais réunie définitivement, trônait sur le bureau, dans un cadre. Leur possession la plus précieuse, le rappel du chemin parcouru et de pourquoi ils avaient continué. Tu sais ce à quoi je pense? Dit doucement Daniel. Quoi? Il y a 23 ans, si quelqu'un m'avait dit que ce verre d'eau que tu m'avais donné se transformerait en un fleuve qui irriguerait des milliers de vies, je ne l'aurais pas cru. Moi non plus. Mais c'est ainsi que Dieu agit. Il prend une petite graine, une fille qui choisit la bonté alors qu'elle n'a rien, et il la fait grandir en forêt. Grace embrassa la joue de son mari. Nous avons juste fait ce que Man et qui nous ont appris. Quand tu vois quelqu'un souffrir et que tu peux aider, tu aides. Simple. Ce n'est pas simple. C'est un sacrifice. C'est un choix. C'est une alliance. Oui, c'est une alliance. Ils restèrent là, dans le calme de leur maison, tenant leur enfant, entourés des preuves de promesses tenues, de vie changée et de bonté multipliée. Dehors, Port Harcourt bourdonnait de vie. Dans 12 villes à travers le Nigeria, des jeunes dormaient dans des lits surfournis par Covenant House, rêvant de rêves qu'ils pensaient impossibles. Et quelque part dans ces villes, demain matin, un autre aidant rencontrerait une personne dans un besoin désespéré, ferait le choix de donner quand cela lui coûterait quelque chose, planterait une nouvelle graine, commencerait une nouvelle histoire qui se propagerait pendant des décennies, touchant des vies qu'il ne verrait jamais, créant des bénédictions qu'il ne mesurerait jamais. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'alliance. C'est ainsi que la bonté se multiplie. C'est ainsi qu'un verre d'eau devient un fleuve. Et la croix en bois réunie, entière, complète, demeurait le témoignage de cette vérité. Ce que nous donnons par amour ne meurt jamais. Cela transforme. Cela se multiplie. Cela nous revient de manière que nous ne pouvons prévoir, mais qui sont toujours belles. Voilà la promesse. Voilà l'alliance. Respectez-la. La vérité universelle qui montre que la bonté sacrificielle crée des effets d'entraînement transformateurs sur des décennies, prouvant qu'une personne qui voit et valorise l'humanité d'une autre peut tout changer. Pour découvrir d'autres histoires nigérianes qui honorent notre culture, défient nos idées reçues et rappellent pourquoi la bonté compte toujours,